Donc, bonjour et bienvenue à la conférence formatrice. On l'a appelée comme ça parce que vous allez avoir quand même un petit peu plus d'informations que peut-être que dans une conférence là, générale. Donc, on parle des troubles neurocognitifs aujourd'hui et le rôle des proches aidants. Parce qu'on sait que prendre soin d'une personne atteinte de troubles neurocognitifs, il y a des défis à relever pour les proches aidants. C'est un petit peu plus difficile, je vous dirais, de prendre soin d'une personne atteinte de troubles neurocognitifs que de toute autre personne. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis un petit peu dans une catégorie à part. Donc, je me présente, je suis Marie-Josée Marchand, je suis psychologue de formation, j'ai aussi un doctorat en neurosciences. Donc, je suis la coordonnatrice ici au niveau du soutien des services, au niveau du service, c'est-à-dire du soutien aux proches aidants. Donc, c'est moi qui donne la formation aujourd'hui, puisque c'est quand même ma majeure. Donc, au lieu d'avoir une personne invitée, j'ai toute la formation pour pouvoir vous donner cette conférence-là. Donc, bienvenue. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on va garder les questions pour la fin. Donc, on va commencer par quelque chose un peu général, qui est la définition. C'est quoi un trouble neurocognitif? Les troubles neurocognitifs, en fait, ce sont des maladies qu'on dit neurologiques, mais qui sont dégénératives. Donc, la particularité par rapport, par exemple, à un AVC. Un AVC, oui, c'est neurologique, ça touche le cerveau, mais il n'y a pas ce côté évolutif dans la maladie. Donc, les troubles neurocognitifs, ils ont un côté qui est évolutif et qui est dégénératif. Donc, ils sont caractérisés soit par la perte graduelle des cellules nerveuses qu'on appelle aussi les neurones, ou par un dysfonctionnement de ces mêmes cellules neuronales, et ce, dans plusieurs régions du cerveau. Donc, il en résulte une diminution et une perte des fonctions cognitives en comparaison avec le fonctionnement antérieur de la personne. Donc, on compare toujours la personne avec elle-même, comment elle était avant. Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir un trouble cognitif et ça paraît presque pas parce qu'ils fonctionnaient à des très hauts niveaux, par exemple. Versus une autre personne qui était peut-être au niveau cognitif moins performant et que s'il y a une perte, c'est toujours comparé avec la personne elle-même. Comment elle fonctionnait avant et comment elle fonctionne aujourd'hui. Donc, on observe aussi, quand on regarde le cerveau comme tel, on observe qu'il y a une diminution du cerveau à cause justement de la perte des neurones. On va voir un petit peu plus loin, on va voir des images qui vont vous montrer la diminution comme telle du cerveau. Donc, le déclin cognitif, c'est comme ça qu'on l'appelle, donc qu'on l'appelle la perte des fonctions cognitives, c'est aussi persistant. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive, comme par exemple dans un délirium. Quand on est dans un délirium, oui, les fonctions cognitives vont être altérées, mais c'est temporaire. C'est vraiment pas évolutif non plus. Et quand la personne va mieux, les fonctions cognitives vont revenir. Dans les troubles neurocognitifs, c'est vraiment quelque chose qui est persistant, donc qui est permanent. Et ce n'est pas expliqué non plus par une dépression. Ce n'est pas expliqué non plus par des troubles de santé mentale, comme les troubles psychotiques, qui sont associés avec des changements de comportement et de personnalité. Donc, on va voir des changements de comportement et de personnalité dans le déclin cognitif, mais ce n'est pas associé à une dépression. Parce que souvent, on va voir des personnes qui sont en début de troubles neurocognitifs qui vont aussi avoir des troubles de dépression. C'est normal, puisque la personne s'aperçoit souvent qu'elle a quelque chose qui ne va pas tout à fait comme avant. Et il peut y avoir aussi de la dépression. On est des êtres uniques, donc il y a plusieurs choses qui peuvent apparaître en même temps. Mais on sait qu'une dépression, par exemple, si la personne va être moins encline, par exemple, à montrer de l'attention, d'être moins motivée à apprendre des choses. Donc, ça a une répercussion sur ses capacités à s'exprimer ou des capacités d'apprentissage et tout ça. Mais une dépression, c'est réversible. Donc, on peut retourner en arrière, ce qui n'est pas le cas avec les maladies cognitives comme la maladie d'Alzheimer.
Donc, les troubles neurocognitifs, comme tels, réduisent la capacité de la personne aussi à s'occuper d'elle-même, et ce, de façon autonome. Donc, la personne n'est plus en mesure, au fur et à mesure que la maladie évolue, bien sûr, pas toujours au début de la maladie, mais elle perd la capacité de s'occuper d'elle-même. Donc, il y a vraiment des répercussions dans le quotidien comme tel. Ça va jusqu'à date? D'accord. Donc, j'ai nommé maladie d'Alzheimer. C'est probablement la maladie cognitive ou le trouble neurocognitif le plus commun qu'on connaît. Est-ce que vous en connaissez d'autres, des troubles neurocognitifs? On parle des fois de démence. On parle des fois de démence, effectivement. Je vais faire la différence un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez d'autres troubles neurocognitifs? C'est Louis. L'accord de Louis. L'accord de Louis, effectivement. C'en est un autre. Est-ce que vous en connaissez d'autres? On peut-tu dire les métastases? Les métastases, c'est lié à un cancer. Donc, c'est un cancer qui va migrer, par exemple, qui va migrer vers le cerveau. On a un seul cerveau pour l'ensemble des fonctions cognitives sont supportées par le cerveau. Donc, il peut y avoir diverses maladies qui vont toucher le cerveau, mais les métastases n'entrent pas vraiment dans les troubles neurocognitifs. Dans les troubles neurocognitifs, comme on a dit, c'est vraiment des maladies qui vont faire diminuer les cellules neuronales ou qui vont nuire à leur fonctionnement. Parce que, par exemple, dans la maladie à corps de Louis, qu'on a nommée, il n'y a pas de perte comme telle de neurones. Les neurones sont là, mais il y a une protéine qui s'installe dans le noyau de la cellule qui rend la cellule non fonctionnelle. Donc, c'est un peu comme si on avait perdu la cellule. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a vraiment une dégénérescence de la cellule comme telle. Donc, la cellule va se briser, va s'atrophier, va perdre comme telle sa fonction parce qu'elle va mourir. Donc, elle va, ce qu'on appelle dans notre jargon, faire une cicatrice ou un infarcissement. Donc, la cellule va se détruire, ce qui va laisser de la place dans le cerveau. C'est pour ça aussi qu'on parle de diminution du cerveau. Puis, on va le voir tout à l'heure, la diminution du cerveau, si on était capable de peser les deux cerveaux, un cerveau sain et un cerveau en phase avancée, on pourrait mesurer comme tel la perte de matière cérébrale. C'est le cas de ceux qui reçoivent des coups à répétition dans leur vie? Okay. Les coups à répétition ou les commotions cérébrales à répétition, on va le voir un petit peu quand on va parler des facteurs de risque. Oui, les joueurs de football qui vont avoir des impacts, les joueurs de hockey aussi, qui ont des commotions cérébrales. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est le même cerveau. On a un seul cerveau. Donc, le fait que notre cerveau soit touché par des commotions cérébrales multiples ou des traumatismes crâniens, c'est la même chose, on parle de la même chose. C'est sûr que ça va affecter les fonctions cognitives. Mais là, on ne parle pas de maladie, mais c'est un facteur de risque, par exemple, pour avoir une maladie cognitive. Donc, on a parlé de démence. Je vais faire déjà la mise au point entre les différents thèmes. Le mot démence, c'est un mot qu'on emploie en général, puis qu'on ne devrait plus employer, en fait, depuis 2013, où la sortie du DSM-5 est arrivée, où là, on parle justement de troubles neurocognitifs et de troubles neurocognitifs légers et de troubles neurocognitifs majeurs. Dans le trouble neurocognitif léger, ça le dit, les pertes sont légères. On est dans le début d'un déclin cognitif sans nécessairement être dans le diagnostic comme tel de la maladie. Donc, il y a des symptômes qui ressemblent, par exemple, à la maladie d'Alzheimer, mais on n'est pas encore passé un certain seuil, qu'on appelle un cut-off, qui va nous dire que cette personne-là a la maladie d'Alzheimer. Mais il y a un soupçon. Donc, c'est le trouble cognitif léger. Le trouble cognitif majeur, c'est ce qu'on appelait autrefois, et je le mets entre guillemets, le mot démence. Le mot démence, on ne l'aime pas parce que dans notre jargon populaire, en tout cas en France ou en français,
Il y a aussi la connotation de fou, agressif, de pas tout à fait là. C'est confondu avec plein d'autres pathologies qui pourraient rendre la personne pas agréable. Donc, c'est un mot qui est péjoratif, qui diminue un petit peu la personne comme telle. Donc, c'est un mot qu'on n'aime pas trop employer, ce qui n'est pas le cas en anglais. En anglais, on parle encore de dementia, donc qui est le mot démence. Mais sachez que le mot démence, dans le jargon des médecins, parce que les médecins l'emploient encore de façon très largement, c'est exactement la même définition que je vous ai donnée là, pour les troubles neurocognitifs. Donc, une maladie neurologique qui est dégénérative, qui est caractérisée par la perte graduelle des cellules nerveuses. Donc, c'est exactement la même chose. C'est ça que ça veut dire le mot démence dans le jargon médical. Mais dans le jargon populaire, il y a tout un côté péjoratif. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de maladie cognitive ou de troubles neurocognitifs. Donc, mais on parle exactement de la même chose. La démence, ce n'est pas un stade non plus de la maladie. On entend parfois, la personne est rendue dans le stade de la démence. La démence, c'est la maladie comme telle, c'est le nom de la maladie. On disait à l'époque démence de type Alzheimer, démence accord de Lewy. Maintenant, on parle de troubles neurocognitifs de type Alzheimer, troubles neurocognitifs accord de Lewy, donc, ou maladie cognitive. Donc, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas un stade, même si, quand on est rendu dans le stade avancé de la maladie, on pourrait dire que la personne est rendue, et je le mets encore entre guillemets, démente. C'est-à-dire que les fonctions cognitives, à peu près toutes les fonctions cognitives sont touchées par la maladie et la personne n'est plus capable de s'occuper d'elle-même de façon autonome. Mais c'est la même chose. Quand on parle de démence, c'est exactement la même chose. Donc, les troubles neurocognitifs, ça réduit vraiment la capacité de la personne à s'occuper d'elle-même de façon autonome. Bien sûr, il y a une évolution, hein, on le dit, c'est graduel. Donc, les principaux troubles neurocognitifs, hein, vous en aviez déjà deux que vous aviez nommés. La maladie d'Alzheimer, bien sûr. On parle de près de 60%, hein, si on parle de maladie d'Alzheimer pure, 60% à peu près de tous les cas de troubles neurocognitifs qu'on remarque, c'est la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi les dégénérescences frontales temporales. Donc, c'est une maladie qui est apparentée à la maladie d'Alzheimer, qui touche principalement, ça dit, les lobes frontaux, qui sont en avant ici dans notre cerveau, et les lobes temporaux. Donc, si on regardait, là, je n'ai pas d'image pour cette maladie-là, mais quand on regarde les images, on voit vraiment que les lobes frontaux et temporaux, là, on voit un rétrécissement, mais vraiment plus dans la région frontale et temporale. Il y a la maladie accord de Lewy, que vous avez nommée, qui est apparentée à la maladie de Parkinson. On diagnostique mieux maintenant la maladie accord de Lewy. Au départ, on disait souvent, la personne a Parkinson puis a maladie d'Alzheimer en même temps. Aujourd'hui, on est plus capable de mieux diagnostiquer cette maladie-là. Cette maladie-là fait partie de ce qu'on appelle du spectre des maladies de Parkinson. Il faut faire attention, la maladie de Parkinson, ce n'est pas un trouble neurocognitif. Même si la maladie accord de Lewy fait partie de cette gamme-là, ce n'est pas un trouble neurocognitif. Parce qu'il n'y a pas le côté évolutif au niveau des fonctions cognitives. Mais ce n'est pas impossible qu'on ait Parkinson et que quelques années après, on développe, par exemple, la maladie d'Alzheimer, qui pourrait donner, qui, elle, rentre dans les troubles neurocognitifs. Mais la maladie de Parkinson arrive parfois juste avec des troubles moteurs. Dans ce cas-là, ce n'est pas un trouble neurocognitif. Quand il y a des pertes cognitives qui sont associées en même temps, on peut dire que c'est Parkinson avec des pertes cognitives. Mais on n'est pas nécessairement dans le trouble neurocognitif. Tandis que la maladie accord de Lewy, hein, qui est dans le spectre, hein, là, on est plus vers une maladie de Parkinson, mais avec des troubles cognitifs qui se développent en parallèle, en même temps. Donc, quand ça arrive, on est plus sûr là, que c'est la maladie accord de Lewy.
Et il y a les maladies vasculaires aussi. Donc, j'ai parlé un petit peu d'AVC tout à l'heure, hein, un AVC qui arrive spontané. Ça se peut qu'il y ait un AVC qui arrive d'un seul coup comme ça et qui laisse des séquelles. Hein. On connaît à peu près tous quelqu'un qui a déjà eu un AVC, mais il n'y a pas le côté évolutif. Tandis que dans les maladies vasculaires, parce qu'il y en a plusieurs dans ce type-là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais dans les maladies vasculaires qui sont apparentées à la maladie d'Alzheimer, qui rentrent dans les troubles cognitifs, il y a le côté évolutif. C'est-à-dire que c'est des petits AVC qui arrivent dans le cerveau, mais de façon récurrente. Donc, on appelait ça AVC multiple avant. Donc, les maladies vasculaires sont très, très présentes aussi, même si je l'ai mis un petit peu en bas, mais sont souvent pas très fréquentes pures comme telles, juste une maladie vasculaire, ça arrive, mais pas très fréquente. Mais on va le voir beaucoup avec la maladie d'Alzheimer. Donc, on parle dans ce cas-là de troubles mixtes. Et c'est ce qu'on voit le plus souvent, la maladie d'Alzheimer avec des troubles vasculaires aussi qui arrivent. Donc, ça met un tableau qui est un petit peu plus moins rigolo parce que c'est comme si on a deux maladies en même temps qui sont concomitantes, donc qui s'expriment en même temps. Donc, bien sûr, ils ont des évolutions qui sont différentes. C'est pour ça, un petit peu, je voulais savoir un peu si vous en connaissiez d'autres, des maladies vasculaires, pas vasculaires, mais cognitives, pour être en mesure de voir, bon, est-ce que je vais plus dans un côté ou dans l'autre? Mais comme je vous disais, la maladie d'Alzheimer, c'est celle qu'on voit le plus souvent. Donc, s'il n'y a pas d'autres personnes qui signalent qu'il y aurait autre type d'atteinte, on va se concentrer surtout sur la maladie d'Alzheimer. Donc, la maladie d'Alzheimer, comme j'ai dit, c'est la forme la plus fréquente des troubles neurocognitifs. Et lorsque la maladie d'Alzheimer est associée avec un autre trouble cognitif, comme par exemple la maladie vasculaire, on parle de troubles cognitifs à étiologie multiple ou mixte. Donc, étiologie qui veut dire cause, donc des causes multiples. Puis je vous dirais, si on regarde l'ensemble des maladies cognitives, la maladie d'Alzheimer avec les troubles vasculaires, ça représente pas loin de presque 90% des cas. Ah oui, il y en a vraiment beaucoup. C'est vraiment ce qu'on voit le plus souvent. Après, maladie à corps de Lewy, on la voit de plus en plus, fréquemment, et maladie dégénérescence frontale temporale. Mais si on regarde, dégénérescence frontale temporale, c'est à peu près 1%. Donc, ce qu'on voit vraiment, c'est vraiment plus la maladie d'Alzheimer avec des troubles vasculaires. La maladie d'Alzheimer, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a une perte de neurones qui est associée avec la maladie d'Alzheimer. Si on regarde l'image que vous avez à l'écran, on a fait comme une coupe frontale, qu'on appelle, hein, dans la région des hippocampes, hein, parce que la maladie d'Alzheimer commence dans la région des hippocampes. Je ne sais pas si ma souris va être assez apparente pour ceux qui sont à la maison. Vous voyez ici, il y a comme un trou, hein, qui est là, qu'on n'a pas de l'autre côté. Bien, ici, si on regarde dans la photo où il y a le cerveau sain, les hippocampes se situent dans cette partie-là. Et la maladie commence dans les hippocampes pour la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est normal qu'on voit ici qu'il y a une perte de neurones importante, plus dans cette région-là ici. Donc, on a ici les hippocampes qui sont une structure qui est là et on a vraiment une plus grande perte de neurones dans cette partie-là. Donc, on a d'un côté, je ne vais pas vous faire peur, hein, d'un côté un cerveau sain et de l'autre côté un cerveau dans le stade avancé de la maladie. Donc, dans la post-mortem, si on peut dire. Donc, la personne est décédée, hein, de la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a beaucoup, hein, comme on voit, de matière cérébrale qui est partie. Et si on pouvait prendre le poids des deux cerveaux, par exemple, ce qui est pas possible en général, hein, parce qu'on ne peut pas peser le cerveau avant et après,
mais on mesurerait vraiment une perte au niveau du poids comme tel du cerveau. Puis, je parlais tout à l'heure de maladies cognitives, hein, parce que vous voyez ici la petite couche là, qui est toute mince, qui fait toutes les petites circonvolutions, hein, les replis du cerveau. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la matière grise. Ce n'est pas tout à fait gris, hein, comme vous pouvez voir, c'est plutôt brun, mais c'est ce qu'on appelle la matière grise. Et c'est dans ces circonvolutions-là, dans ce cortex, hein, cette enveloppe, cette écorce, si on peut dire, du cerveau, qui sont situées les fonctions cognitives. Et ce qu'on voit, c'est surtout une perte dans cette partie-là, à l'extérieur, dans l'écorce du cerveau, qui est diminuée. La partie blanche, oui, il y a quand même une partie qui est diminuée ici, qui est la matière blanche, mais c'est surtout dans cette partie-là. Parce que ce qui arrive, c'est que les neurones, quand ils sont atteints de la maladie, vont dégénérer, vont se défaire, vont rapetisser. Donc, ça fait comme une cicatrice, un infarcissement, et ça fait diminuer le poids du cerveau. Donc, c'est l'atrophie qu'on appelle neuronale, l'atrophie du cerveau. Et je vous rassure, ce n'est pas de l'air, hein, on a le liquide céphalorachidien. Hein, donc, quand on regarde, par exemple, une image d'un cerveau, si on pouvait faire une IRM, si j'avais une, là, j'en ai pas, mais tout ce qui est comme alentour, ben, c'est du liquide céphalorachidien qui est là. Ce n'est pas remplacé par de l'air. On a une protection pour notre cerveau aussi, qui est le liquide céphalorachidien. Donc, je ne veux pas plus loin que ça dans l'anatomie, mais on voit vraiment qu'il y a une perte vraiment là, dans l'écorce comme telle du cerveau. Les marqueurs neurobiologiques, hein, je ne sais pas si vous les connaissez. On a parlé des neurones. Bien, ici, en haut, on a une photo. Un neurone, si on le regarde au microscope, si on regarde une tranche hein, de la matière cérébrale, les neurones, ça ressemble à ça. C'est vraiment comme une forêt. C'est vraiment comme, il y a un corps cellulaire qui est plus gros ici, et toutes les petites branches ici, c'est vraiment comme un arbre. On l'appelle d'ailleurs l'arbre dendritique, qui est vraiment plein de branches qui s'en vont un peu partout pour faire connexion avec d'autres neurones, pour transmettre les influx nerveux. Il y a aussi un axone qu'on appelle, qui est plutôt ici, hein, qui lui est plus un prolongement, un petit peu plus long, qui va aller connecter justement avec d'autres neurones. Ça se connecte, mais ça ne se touche pas. Hein. On a tous entendu parler des neurotransmetteurs, hein, comme quand une personne est en dépression, c'est la sérotonine hein, qui est impliquée au niveau du cerveau. C'est un neurotransmetteur. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est plutôt l'acétylcholine qui est impliquée. Mais la façon dont ça fonctionne, les arbres dendritiques sont tout proches l'un de l'autre, mais ne se touchent pas. Ça s'appelle, quand ils sont tout proches puis qu'ils vont faire un contact, ça va être le contact chimique entre le neurone qui précède et le neurone en aval. Donc, c'est le médiateur chimique qui va venir faire le contact entre les deux pour transmettre l'influx nerveux. Donc, c'est un petit peu comme ça. Ça marche électrique et chimique, notre cerveau. Donc, il y a un influx nerveux électrique qui se rend jusqu'à la synapse, qui libère un médiateur chimique, qui est le neurotransmetteur, qui va faire contact avec l'autre neurone et qui va propager l'influx nerveux. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. La maladie d'Alzheimer, hein, vous avez ici en bas le docteur Alois Alzheimer. Hein, elle s'appelle la maladie d'Alzheimer puisque c'est le docteur Alois Alzheimer qui, en 1906, a été le premier à décrire la maladie comme telle. Lui, il a regardé sa patiente qui est ici à côté, qui s'appelle Auguste Deter. C'est une patiente qui lui est arrivée dans son cabinet. Dr. Alois Alzheimer était neurobiologiste et neuropathologiste aussi, médecin. Il y avait plusieurs chapeaux à l'époque. Hein. Il s'était moins concentré qu'aujourd'hui avec des surspécialisations. Donc, il faisait un petit peu de tout. Et quand sa patiente, Auguste Deter, est arrivée dans son cabinet au début des années 1900, il a remarqué des symptômes chez cette dame-là, qu'elle était repliée sur elle-même, qu'elle avait beaucoup de comportements, beaucoup de problèmes de mémoire, beaucoup de
tout ce qu'on remarque dans la maladie d'Alzheimer, difficulté à parler, avoir le manque d'humour et tout ça. Donc, elle était quand même, je dirais, assez avancée là, dans sa maladie. Donc, il a décrit ses symptômes, puis il s'est posé la question, le docteur Alois Alzheimer, parce que sa patiente, je vais juste faire un petit quiz, quel âge vous lui donnez à peu près à cette dame-là? 50 ans. Elle a l'air plus vieille que ça, mais probablement que avec la maladie, C'est parce qu'aussi au début du siècle, les jeunes n'étaient pas. aussi longtemps qu'aujourd'hui, oui, c'est ça. Ouais. Effectivement, oui. Puis, souvent, ce que j'entends dire, « Ah, je pensais que c'était un homme. » Souvent, c'est la première réflexion. Elle a un visage très dur. Oui, effectivement, on vivait un petit peu moins vieux à l'époque, mais c'est encore drôle. Il y a des personnes qui vivaient vieux. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Cette dame-là, quand elle est arrivée dans le cabinet du docteur Alois Alzheimer, elle avait 51 ans. Elle est décédée à l'âge de 55 ans, 56 ans après. Donc, cette dame-là, il a noté ses symptômes puis il dit, c'est bizarre parce que cette dame-là, elle a des symptômes comme on remarque. Puis là, je vais vous amener un autre terme qui est une démence sénile. Hein? On a entendu ça déjà, hein? La sénilité, démence sénile. Sénile veut dire grand âge. Donc, démence sénile, donc on parle bien de maladie d'Alzheimer dans ce cas-ci, mais elle n'avait pas de nom, elle n'était pas nommée encore Alzheimer à cette époque. Donc, il s'est dit, elle a les mêmes symptômes qu'une personne de 80, 90 ans qui a un affaiblissement hein, de sa cognition, si on peut le dire comme ça. Donc, il se demandait pourquoi une personne si jeune avait ces symptômes-là, parce que c'était la première fois qu'on voyait chez une jeune personne, parce que c'est quand même très, très rare, hein, les jeunes personnes, ceux qui sont dans cette maladie-là. Il s'est dit, bon, je vais l'observer. Donc, il l'a suivi tout le long de sa maladie et il a demandé à la famille, à la fin, est-ce que je peux prélever son cerveau pour regarder qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Heureusement, la famille a dit oui. Donc, il a été capable de prélever son cerveau après sa mort, de regarder qu'est-ce qui se passait dans son cerveau. Et là, il était capable de décrire les marqueurs neurobiologiques qui sont encore vrais aujourd'hui pour la maladie d'Alzheimer. Quand on parle de maladie d'Alzheimer, si on prenait un cerveau et qu'on refaisait les mêmes manipulations que le docteur Alois Alzheimer, on verrait la même chose. C'est-à-dire les plaques bêta-amyloïdes, qui est une protéine qui s'agglutine dans le cerveau. Si on regarde l'image ici en haut, on voit un peu ici dans la partie gauche un neurone qui serait sain. De l'autre côté, ici, on voit hein, des agrégats hein, de protéines. C'est ça la bêta-amyloïde. Donc, ça, c'est le premier biomarqueur qui a été nommé. Donc, quelque chose qui est alentour comme tel du neurone. Ça lui touche, mais ça ne le touche pas en même temps. Mais ce n'est pas dans le neurone comme tel. Mais il a remarqué ces agrégats-là et il a remarqué aussi ce qu'on appelle les échevaux neurofibrillaires ou encore la protéine Tau, qui est un autre type de protéine qu'on a imagé ici en rouge, qui est une espèce de métabolite hein, du neurone comme tel. Parce que si on prend un neurone puis qu'on le défaisait en petits bouts, je donne souvent comme comparaison un fil de lampe ou un fil d'écouteur. Hein, vous savez, si on enlève la gaine de plastique ou de nylon qui est par-dessus, les fils à l'intérieur, hein, c'est tout petit, tout fin, c'est très fragile, ça se brise facilement. L'axone du neurone, hein, qu'on voit ici, qui est le prolongement, c'est un petit peu la même chose. Il y a une gaine qui l'entoure, c'est une protéine hein, qui fait qu'elle se tient ensemble. La maladie, quand elle attaque le neurone, va défaire cette gaine-là. Donc, va défaire la gaine et les axones comme tels, et ça va faire des petits bouts hein, de morceaux de neurones qui vont être absorbés par le corps cellulaire. Donc, ce qu'on voyait ici, là, dans l'image en haut à gauche, le corps cellulaire va absorber cette protéine-là qui va l'agglutiner
et ça rend le neurone afonctionnel et ça le fait mourir, ça l'étouffe, un peu comme quelque chose qui va l'étouffer. Donc, c'est les deux marqueurs neurobiologiques que, encore aujourd'hui, c'est vrai. Donc, on voit les deux marqueurs dans la maladie d'Alzheimer. Donc, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais ça explique un petit peu pourquoi il y a cette dégénérescence-là. Et le fait que le neurone se dégénère, c'est ce qui fait que le poids du cerveau aussi diminue. Le diagnostic. Hein? Comment on diagnostique une maladie d'Alzheimer? C'est pas si simple que ça, je vous dirais. Ça paraît simple, on se dit, oui, il y a des marqueurs neurobiologiques, il y a ça. Sauf qu'il n'y a pas de tests qui existent, des tests sanguins. Hein? On ne peut pas prendre une prise de sang et dire, ah, voilà, maladie d'Alzheimer. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'on ne peut pas ouvrir le cerveau non plus, puis aller voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Donc, c'est encore vrai aujourd'hui. Donc, d'abord, pour être capable de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer, il faut faire un diagnostic d'exclusion, un diagnostic différentiel. C'est-à-dire qu'on va exclure des choses. D'abord, on va remarquer des signes cliniques. Hein, on va dire, par exemple, les pertes de mémoire. Hein, dans la maladie d'Alzheimer, on sait que c'est un des premiers symptômes qui arrivent. Donc, on remarque des signes, puis là, on s'inquiète un petit peu. Là, on en parle au médecin. Donc, le médecin va faire passer souvent le test de dépistage, hein, soit le MoCA ou soit le MMSE, qui est encore donné. J'ai enlevé ma veste parce qu'il fait un petit peu chaud. Je ne sais pas si vous avez chaud, mais il est chaud ici. Donc, les tests neuropsychologiques hein, qui vont objectiver finalement les pertes cognitives. On va regarder, on va mesurer la mémoire, le langage, l'orientation dans le temps, dans l'espace. On va faire la mémoire immédiate, la mémoire différée. On va essayer de faire un petit peu le tour un peu du cerveau pour regarder est-ce que effectivement on a des pertes cognitives qui s'apparenteraient à quelque chose qui ressemble à la maladie d'Alzheimer ou à une maladie cognitive, une autre maladie cognitive. Donc ça, c'est le premier départ. Ensuite, il va y avoir un bilan physique qui va être fait chez la personne. Test sanguin, hein, pour voir, est-ce que la thyroïde fonctionne bien? Est-ce que la B12 est correcte? Est-ce qu'il y a de la dépression aussi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, une personne qui est en dépression ne sera pas motivée. Je vais lui poser une question. Par exemple, quelle journée qu'on est, puis si la personne n'est pas motivée à répondre, elle ne va peut-être pas répondre la bonne chose. Donc, elle va avoir un score qui va être moindre sur ces tests que si elle n'était pas en dépression. Donc, on va dire, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau physique qui ne va pas? Si c'est le cas, on va traiter, par exemple, la B12, on va traiter la thyroïde. Si la personne est en dépression, on va lui prescrire un antidépresseur, peut-être une psychothérapie aussi, pour faire en sorte qu'elle aille mieux. Une fois qu'on a fait le bilan physique, puis qu'on s'est dit, on a équilibré tout ce qui est physique, on va refaire passer encore des tests neuropsychologiques pour voir est-ce qu'on observe encore la même chose, puis est-ce qu'il y a une évolution aussi dans les différents symptômes qu'on observe. Et si c'est le cas, là, on sort avec un diagnostic qu'on dit probable de la maladie d'Alzheimer. Donc, parce qu'on ne peut pas être certain que c'est une maladie d'Alzheimer, même si on diagnostique mieux aujourd'hui la maladie parce qu'on la connaît mieux, on a des tests qui sont plus performants, mais on peut vraiment être certain à 100% qu'on est en présence d'une maladie d'Alzheimer seulement qu'à l'autopsie encore aujourd'hui. Parce que si on a les deux marqueurs neurobiologiques, comme je disais tout à l'heure. Mais on connaît mieux la maladie, on connaît mieux l'évolution, le fait qu'on ait plus de personnes qui soient atteintes fait qu'on est mieux capable d'être plus précis dans son diagnostic probable. Mais on sort quand même avec un diagnostic probable. Par la suite, il peut y avoir des examens neurologiques. Pas toujours le cas. Des fois, on est en présence de signes cliniques qui sont tout à fait, qui parlent, puis qui nous disent, oui, de ce qu'on observe, puis avec l'évolution,
on est vraiment en présence d'une maladie de type maladie d'Alzheimer et on n'ira pas vraiment plus loin, c'est-à-dire qu'on ne fera pas d'examen neurologique. Mais bien souvent, il va y avoir une référence qui va être faite, par exemple, à la clinique MoCA, où là, il va y avoir des examens neurologiques qui vont être faits. Donc, on peut, d'une part, refaire encore un peu des tests neuropsychologiques pour préciser quelle fonction cognitive est la plus touchée. Et on va faire des imageries. On a entendu IRM qui va nous montrer les structures principales du cerveau. Souvent, on ne voit pas grand-chose sur les IRM, par exemple, parce que pour avoir, comme on voyait dans l'image du cerveau, si je reviens un petit peu en arrière, ici, pour avoir vraiment voir des pertes comme ça, il faut être rendu assez avancé dans la maladie. Donc, on a des signes cliniques qui apparaissent avant, comme tel qu'on voit quelque chose sur les IRM. Donc, souvent, on va avoir des troubles de mémoire, mais on ne verra rien sur les imageries comme telles. On a aussi les scans qui peuvent être passés. Il y a différents types de scans qui peuvent être passés. Il y a les scans qu'on appelle sans contraste, qui vont nous montrer aussi pas mal les structures. Encore là-dessus, on ne verra pas grand-chose. En revanche, il y a des tests qui sont un petit peu plus poussés, qui sont des TEP scans qu'on appelle, donc des tomographies avec émission de positrons. Donc, c'est comme ça que ça s'appelle. Et on va mettre une molécule qui est radioactive, qui va se lier au sucre, au glucose. Parce que le cerveau utilise le glucose comme principal carburant. Donc, c'est vraiment ce que le cerveau là, prend pour fonctionner, c'est le glucose. Donc, en lui attachant une petite molécule qui est fluorescente, qui est radioactive, les TEP scans vont permettre de voir quelles régions dans le cerveau utilisent moins le glucose. Donc, les régions qui utilisent moins le glucose, c'est les régions qui vont être atteintes. Donc, c'est le type d'examen neurologique qu'on peut faire. Pourquoi on ne fait pas ça d'emblée, me direz-vous, pour savoir est-ce qu'on est en présence d'une maladie d'Alzheimer? C'est quand même des examens qui ne sont pas anodins non plus, qui coûtent quand même assez cher. Ça coûte environ 2 000 $ un PET scan, quand on n'est peut-être pas certain si on est en présence de quelque chose qui est dégénératif. Donc, ça reste encore aujourd'hui ce qui est le plus probant. C'est encore les tests crayon-papier. Parce que, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai travaillé en début de carrière avec les traumatisés crâniens. Donc, traumatisés crâniens légers et modérés. Puis surtout mineurs puis légers. Dans les traumatisés crâniens mineurs et légers, là, il n'y a même pas de perte de conscience. C'est juste quelqu'un qui était sonné assez fort pour avoir des problèmes d'attention, de concentration, de mémoire, tu sais, maux de cœur, tout ça, les signes d'une commotion cérébrale, mais sans perte de conscience. Donc, il n'y a même pas on parle de quelque chose qui est vraiment très, très léger. Sur les scans, on ne voit rien. Dans les tests, en revanche, quand on fait passer les tests papier-crayon, on voit vraiment une diminution par rapport à ce que la personne était capable de faire avant. Je disais au début, on les compare toujours à ce qu'ils étaient capables de faire avant. Donc, on est capable mieux de voir la diminution des capacités cognitives avec papier-crayon versus des imageries. Donc, c'est pour ça que les signes cliniques, première chose à faire, et les tests neuropsychologiques par la suite, pour être en mesure d'objectiver est-ce qu'on est en présence de quelque chose qui est organique, c'est-à-dire qui n'est pas, c'est pas la maladie mentale non plus. Là. On ne parle pas de troubles mentaux non plus quand on parle de troubles neurocognitifs. On parle vraiment de quelque chose de biologique qui se passe dans le cerveau. Et pour que la maladie d'Alzheimer soit diagnostiquée ou un trouble neurocognitif en général, il faut qu'il y ait, oui, l'altération de la mémoire, surtout dans la maladie d'Alzheimer. C'est la première fonction cognitive à partir, c'est la mémoire. Mais il faut qu'il y ait au moins un autre signe clinique. C'est-à-dire difficulté, par exemple, à trouver le mot juste ou des difficultés d'orientation dans le temps, dans l'espace, difficulté à s'organiser, à planifier. Donc, il peut y avoir diverses fonctions qui vont être touchées. Mais ça prend au moins 2 fonctions cognitives. Juste des troubles de mémoire, parce que
en vieillissant, on est toujours un petit peu inquiet par rapport à sa mémoire. « Oh mon Dieu, j'ai de la misère à me rappeler telle ou telle chose. » Ah bien, j'ai encore oublié de passer à la poste, par exemple, ce qui est mon cas parce que j'haïs ça aller à la poste, là, mais ça c'est autre chose. Là. Mais souvent, on va oublier, puis on va dire « Ah, j'ai encore oublié. » Sachez que si vous avez oublié, c'est parce que vous vous en rappelez. Si vous avez oublié, c'est parce que vous avez été distrait. Une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ne sait pas qu'elle oublie. Je dis souvent, si une personne atteinte là, était toute seule sur une île déserte, là, elle ne se rendrait même pas compte peut-être qu'elle a la maladie d'Alzheimer. Elle s'en rend compte parce qu'on leur donne des cues. Hein, on leur dit comment ça se fait que tu as oublié ça ou telle ou telle chose. Donc, la personne a des troubles cognitifs, mais elle ne s'en aperçoit pas nécessairement d'elle-même, surtout au niveau de la mémoire. Donc, quand on est inquiet pour sa mémoire, souvent, là, on s'inquiète plus que les autres peuvent s'inquiéter. Je vous donne un petit truc pour savoir si jamais là, vous dites « je ne suis pas sûre hein, si je ne commencerai pas des troubles de mémoire ». Si vous êtes inquiet pour votre mémoire, là, mais que le reste de l'entourage, de vos proches, ne sont pas inquiets pour votre mémoire, c'est probablement parce que vous remarquez certaines choses, ce qui est normal en vieillissant, hein, notre mémoire elle s'affaiblit un petit peu. Mais si les autres personnes disent « ben non, ta mémoire est correcte », généralement, c'est parce qu'on va bien. Si, par exemple, on ne s'inquiète pas de sa mémoire et que l'entourage s'inquiète de notre mémoire, là, c'est un petit peu différent. Donc, c'est vraiment là pour faire la distinction entre le vieillissement normal hein, puis le vieillissement pathologique. Donc, ça prend au moins 2 fonctions cognitives qui vont être touchées pour qu'on ait vraiment un diagnostic là, de trouble cognitif. Ça va jusqu'à date? C'est pas trop ennuyeux? La progression de la maladie maintenant. Hein, la progression, on sait que c'est une maladie progressive, donc qui commence tranquillement, hein, un début insidieux même, je dirais, hein, parce qu'on parle d'un continuum. Hein, on commence à avoir des petits troubles de mémoire, ça s'aggrave un petit peu plus jusqu'à devenir handicapant, là, vraiment, à pu être capable, par exemple, de se souvenir même ce qu'on a fait 5 minutes avant. Donc, il y a vraiment une progression dans la maladie. Et quand on parle du début de la maladie, je ne parle pas de, vous remarquez, je ne parle pas de diagnostic. Parce que des fois, la maladie est diagnostiquée dans une phase plus avancée de la maladie. Des fois, ça fait quelques années hein, qu'on a des troubles cognitifs, puis c'est caché, soit par la personne qui arrive encore à se débrouiller, puis à cacher un petit peu que ça va moins bien, ça trouve des excuses. On est comme ça, les humains, on n'aime pas ça paraître faible, et puis on va cacher, on va camoufler, on va dire « Ah, ben je pensais que tu me l'avais dit », puis il y a plein de petits trucs hein, qu'on a, puis qu'on va cacher, jusqu'à un moment donné où on n'est plus capable là, de le cacher, puis c'est comme plus évident là, qu'on est en perte cognitive. Puis des fois, c'est la famille, des fois, ça va être le conjoint hein, qui ne veut pas voir non plus que sa conjointe ou la conjointe qui ne veut pas voir que son proche a des petites pertes de mémoire, puis qui va compenser un petit peu, puis qui va être un petit peu dans le déni. Donc, des fois, le diagnostic arrive plus tard hein, dans la maladie. Donc, quand on parle de progression, on parle du début de la maladie, donc des premiers symptômes de la maladie, jusqu'à la toute fin. Et la progression est en moyenne, si on fait une moyenne, à peu près 10 ans. Mais ça peut aller jusqu'à 20 ans. Le plus long que j'ai vu, là, c'est 23 ans. C'est très long. C'est une longue course. Hein? C'est pas facile, la maladie d'Alzheimer. Hein? Il y a des choses, des fois, on se dit « Ah, mais c'est simple. C'est pas si compliqué que ça, la maladie d'Alzheimer, mais c'est difficile. » Un peu comme un marathon. Un marathon, là, c'est pas compliqué, un marathon. On court du début jusqu'à la fin. Sauf qu'on court 42 km. C'est pas compliqué, mais c'est difficile. Bien, la maladie, c'est un peu la même chose. C'est pas si compliqué, mais c'est quand même difficile. Donc, c'est une maladie qui évolue sur le long terme. Donc, dès l'apparition des premiers symptômes jusqu'au décès, si la personne décède de la maladie d'Alzheimer, ça peut aller jusqu'à 20 ans. Donc, c'est très long.
Bien sûr que cette progression de la maladie est marquée par des changements. On le dit dans les capacités cognitives, mais également dans les capacités fonctionnelles. Être capable de fonctionner dans le quotidien. Donc, les activités de la vie quotidienne sont touchées. Les activités de la vie quotidienne, c'est être capable de se laver, manger, tout ce qu'on fait dans une journée, hein, s'habiller, se laver, manger, se brosser les dents, l'hygiène, tout ça fait partie des activités de la vie quotidienne. Donc, ces fonctions-là vont être touchées. Mais aussi, les émotions et l'humeur vont être touchées. Souvent, c'est négligé, hein? On se dit, ah, mais oui, parce que quand on regarde, je vous ai parlé de l'hippocampe tout à l'heure, qui est dans le cerveau, puis on le voit un petit peu dans la partie qui est en bleu, hein, dans la progression de la maladie. Les hippocampes sont dans les lobes temporaux ici. Donc, quand ça commence, les fameux hippocampes qui sont responsables de la mise en mémoire des nouveaux souvenirs, hein, c'est sa fonction, la fonction des hippocampes, c'est ça. C'est la mise en mémoire des nouveaux souvenirs, puis le rappel aussi des souvenirs. Donc, être capable d'aller chercher dans les archives qu'est-ce qu'on a fait le matin, par exemple. Ça, c'est les hippocampes qui font ça. La mise en mémoire et le rappel, hein, finalement, dans la mémoire de ce qu'on a fait. Cette structure-là, elle fait partie de ce qu'on appelle, des fois, on l'appelle le 5e lobe, mais qui est le lobe limbique, hein, qui est le système limbique et qui est impliqué dans les émotions. Donc, les émotions sont touchées aussi par la maladie. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas touchées de façon directe comme telle, mais sont touchées dans la modulation des émotions. La personne atteinte, souvent, va ressentir les émotions de façon beaucoup plus forte que ce que nous, on peut les ressentir. Parce que les fameux filtres, hein, qu'on est capable de mettre, parce qu'on analyse la situation, on se dit, ben, OK, je suis en colère parce que quelqu'un me fait quelque chose, puis je peux être en colère, puis je vais dire, bon, ben, OK, mais je comprends le rationnel derrière tout ça, je suis capable d'analyser la situation, puis de me dire, ben, dans le fond, c'est peut-être pas si grave que ça. La personne avec un trouble neurocognitif comme la maladie d'Alzheimer a beaucoup plus de difficultés à contrôler dans ses émotions comment elle le ressent, et elle le ressent vraiment très, très fortement et souvent de façon assez brutale. Quand ils sont fâchés, mais des fois 2 minutes après, il n'y a plus rien. Nous, on est encore fâchés parce que hein, on entretient notre émotion par notre rationnel. Les personnes atteintes vont le sentir très fortement, mais on dit souvent qu'ils sont sous colère. Hein, ça retombe très vite. Donc, ça touche les émotions, ça touche l'humeur. L'humeur, hein, c'est comment je me sens en général. Je peux être de bonne ou de mauvaise humeur, je peux être d'humeur dépressive ou d'humeur joyeuse. Donc, l'humeur, c'est un état général. Souvent, on va dire, des fois, ils sont bougons, ils sont levés un matin, puis ils sont bougons, puis ça, c'est l'humeur. Ça touche aussi les comportements. Hein, ça, je pense que je ne vous apprends rien là-dessus. Il va y avoir des comportements qui vont être atteints par la maladie d'Alzheimer. Les maladies apparentées aussi à la maladie d'Alzheimer. Et ça touche aussi les capacités physiques. On néglige souvent beaucoup les capacités physiques. Hein. Une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, à un moment donné, dans un certain stade, va avoir tendance un petit peu à courber, à traîner les pieds, à avoir plus de difficultés à voir les profondeurs. Donc, ça touche les capacités physiques aussi. Donc, toutes les fonctions qui sont supportées par le cerveau sont susceptibles d'être touchées par la maladie d'Alzheimer. Les fonctions qui sont le moins touchées par la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment le lobe occipital, hein, le lobe qui est en arrière. Donc, les fonctions visuelles primaires, c'est-à-dire être capable de voir les choses. En revanche, les fonctions plutôt secondaires d'analyser qu'est-ce que je vois. Par exemple, ici, j'ai un stylo. La personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, si elle n'a pas de problème au niveau des yeux ou du nerf comme tel, va le voir, le stylo, à peu près comme nous, on peut le voir. Des fois, il peut y avoir un petit peu de déformation qui peut être là, mais elle ne sera pas capable de nommer l'objet ou de le reconnaître, l'objet. Ça, c'est dans les fonctions associatives de la vision. Donc, ces fonctions-là vont être touchées. Mais dites-vous que la maladie d'Alzheimer touche tout le cerveau en entier.
Puis on voit un petit peu dans l'image qui est en bleu ici, hein, si on prend dans le tout début de la maladie, hein, c'est les lobes temporaux et les hippocampes qui vont être touchés. La mémoire est principalement hein, là, en tout cas, la capacité de mise en mémoire à cause des hippocampes dans les lobes temporaux. Puis après, dépendamment de la personne, parce qu'on va voir un petit peu n'importe quoi hein, dans la maladie, des fois, ça va évoluer plus vers l'avant. Donc, ça va être les fonctions plus exécutives qui vont être touchées. Donc, capacité de concentration, attention, contrôle, le jugement. Donc, des fois, c'est ça qui va partir en premier. Des fois, ça va aller plus vers l'arrière. Donc, ça va être plus la reconnaissance des visages ou des formes ou encore les mots qui vont partir. Mais petit à petit, au cours de la progression de la maladie, ça finit par atteindre tout le cerveau. Dans l'évolution, hein, il y a des stades différents. Donc, je vous ai mis des chiffres entre parenthèses. Prenez ça avec un grain de sel. Ce n'est pas coulé dans le béton, là. Ce n'est pas « Ah oui, je suis rendue à 4 ans, je suis rendue dans l'autre stade. » Non. Ce sont des moyennes aussi. Donc, on définit 4 stades principaux dans la maladie. Le stade léger, le stade modéré, et le stade avancé et le stade fin de vie. Le stade léger, c'est dans le tout début de la maladie, à partir des premiers symptômes, puis si le diagnostic est fait assez en amont, hein, le plus tôt possible, dans les débuts hein, de la maladie où on le diagnostique. Ça peut durer de 2 à 4 ans, dépendamment de la maladie, comment elle est agressive dans le cerveau. La plupart, dans ce stade-là, dans le stade léger, la plupart des capacités cognitives sont préservées. Il y a une altération, bien sûr, mais il y a un besoin d'aide minimum pour être capable de s'organiser. Souvent, ça va être de faire un rappel. As-tu pensé, par exemple, de prendre ta médication? Ou as-tu pensé de regarder ton agenda, par exemple, si tu as un rendez-vous? Il va y avoir des répétitions, bien sûr, des choses qui vont être là, mais souvent, la personne n'a pas nécessairement besoin de beaucoup de soutien à ce stade-là. Elle est quand même assez fonctionnelle pour se débrouiller. Elle a besoin d'aide, mais elle est fonctionnelle quand même. Le stade modéré de la maladie, c'est le stade qui dure le plus longtemps dans la maladie. Il peut durer jusqu'à 10 ans, dépendamment, comme je disais, bon, de l'évolution de la maladie. Dans le stade modéré, hein, les pertes au niveau cognitif, fonctionnel, au niveau physique et au niveau des émotions, bien, les pertes cognitives et fonctionnelles sont un petit peu plus importantes. C'est le stade où on va voir le plus de comportements aussi, donc plus de symptômes de la maladie, parce que c'est le stade qui dure le plus longtemps. Donc, c'est vraiment, dans le début du stade modéré, hein, c'est un continuum. Il ne faut pas voir ça, cette tranche, puis là, tout à coup, pouf, j'ai plus de pertes. Hein, c'est vraiment un continuum. C'est selon ce que la personne est capable de faire qu'on va déterminer à quel stade qu'elle est rendue. Ce n'est pas le temps là, qui va dire quand est-ce qu'elle est rendue. Je connais des personnes qui ont eu la maladie d'Alzheimer, puis après 7 ans, étaient encore dans le stade léger. D'autres, après 2 ans, qui étaient rendus dans le stade modéré. Donc, chaque personne est différente et évolue de façon différente. Donc, mais on sait, dans le stade modéré, c'est là qu'il y a le plus de pertes cognitives qui vont être notées. Et les pertes sont croissantes, donc comme dans toute l'évolution de la maladie. Et c'est le stade qui dure le plus longtemps. Le stade avancé, c'est le stade où vraiment, là, souvent, on est rendu à l'hébergement, quand on est rendu au stade avancé de la maladie. Donc, c'est un stade qui ne dure pas très, très longtemps. Ça peut durer de 1 à 3 ans, dépendamment encore de la personne. Ça dépend, hein, le physique, hein, comment ça tient, parce que Alzheimer, hein, c'est là que ça ne va pas, mais des fois, le reste du corps, ils sont en pleine forme, et puis ça peut, si la personne est en bonne forme physique, là, même si elle a Alzheimer, ça se peut qu'elle ait la maladie d'Alzheimer plus longtemps que si elle a d'autres problèmes physiques, parce qu'elle va décéder de d'autres choses, probablement. Donc, dans la phase avancée de la maladie d'Alzheimer, la détérioration cognitive est vraiment accrue, vraiment, puis au niveau physique aussi. Souvent, c'est là ils vont des fois arrêter de marcher, donc ils vont être des fois alités aussi. Et les besoins de soins sont constants. C'est pour ça que souvent, quand on est rendu dans la phase avancée, on est rendu à la phase de l'hébergement.
Et le stade fin de vie, on n'a pas mis de temps. Ça peut être très, très rapide. Il y a des gens qui sont rentrés en CHSLD, puis des fois, dans la même semaine, sont passés à l'unité de soins, au niveau de soins de confort. Donc, quand on est rendu au stade fin de vie, on met l'accent sur la qualité de la vie, les soins de confort, les soins palliatifs. Donc, c'est un stade qui dure généralement pas très, très longtemps. Les signes cliniques, hein, vous les connaissez sûrement, hein, les signes cliniques de la maladie, comme les pertes de mémoire. Hein, c'est sûr que, comme je disais, c'est une des premières choses qu'on remarque, c'est les pertes de mémoire. De la difficulté aussi avec les tâches ménagères. Être capable, entre autres, la préparation des repas. Ça, c'est très compliqué, parce que préparer un repas, ça a l'air simple, mais mon Dieu que c'est compliqué. Juste une tasse de café, là, juste préparer une tasse de café, il y a tellement d'étapes pour arriver au final. Il faut être capable de dire, ben, il faut que je reconnaisse le café. D'abord, il faut que je me dise, ben, j'ai envie d'une tasse de café. Il faut que je me lève, il faut que je m'emmène en cuisine de préférence, parce que si je m'en vais dans le salon, il y a bonnes chances que j'aille pas ma tasse de café. Donc, il faut que j'aille dans le bon endroit, il faut que je sois capable de reconnaître le café. Il faut que je sache comment la machine marche, il faut que je sois capable de mesurer le café, de le mettre dans la bonne place, de mesurer l'eau, de partir la machine. Il y a plein d'étapes. Puis après, il faut que je sois capable de le verser, mon café. Il faut que je sache, je mets-tu du sucre, je mets-tu du lait. Il faut que je sois capable aussi de prendre la tasse, de l'amener à mes lèvres. Il faut que je sois capable aussi de l'avaler. Hein? Donc, il y a plein de choses. Même dans une tâche toute simple qu'on fait souvent le matin, puis qu'on a encore les yeux un petit peu collés, puis qu'on fait notre café le matin. Donc, les tâches ménagères, surtout la préparation des repas, où les tâches, ça demande beaucoup de choses à faire dans un certain ordre pour arriver au résultat final. C'est quand même assez compliqué pour une personne atteinte là, de troubles neurocognitifs. Les troubles de langage, bien sûr, hein, trouver le mot juste pour s'exprimer, mais être capable aussi de comprendre. Donc, les mots qui arrivent à leur mémoire ou à leurs oreilles, hein, dans leur cerveau, des fois, les mots, ça ne fait pas de sens non plus. Donc, être capable de comprendre ce qu'on nous dit, mais être capable aussi de parler, être capable de trouver les bons mots pour s'exprimer. Ça, c'est beaucoup atteint dans la maladie d'Alzheimer. Des orientations dans le temps, dans l'espace. Donc, être capable de savoir je suis où dans le moment de la journée et je suis à quel endroit. Ça, c'est touché. C'est touché dans les débuts de la maladie, beaucoup moins que quand on est rendu plus avancé. Souvent, la désorientation dans le temps va être touchée dans l'espace. Et souvent, dans l'espace, ça va être dans les lieux nouveaux, hein, dans les lieux connus où la personne est habituée d'être en général. Généralement, ça va bien. Mais si on déplace la personne et on l'amène dans un lieu qui est nouveau, ça se peut qu'elle ait de la difficulté à bien s'orienter. Difficulté face aux notions abstraites. Donc, être capable de faire de l'abstraction, on appelle. Un exemple de ça, c'est si je prends un verre d'une taille normale, puis je prends un pichet d'eau. Hein, et les deux, je mets l'eau exactement à la même hauteur. Je les mets un à côté de l'autre et je vous demande dans quel contenant il y a plus de liquide que dans l'autre. Vous allez me répondre. Oui, mais j'attends. Vous allez répondre quoi? Dans quel contenant il y a le plus de liquide? Dans le verre ou dans le pichet? Dans le pichet, effectivement, parce que le pichet est plus gros. Donc, si l'eau est à la même égalité, nécessairement, il y a plus d'eau dans le pichet que dans le verre. Bien, ça n'est un exemple de l'abstraction. On est capable, sans mesurer l'eau, hein, combien il y en a ou même la peser, de savoir par abstraction que le pichet, compte tenu qu'il est plus gros, bien, il y a plus de liquide dedans. Les personnes atteintes de troubles neurocognitifs vont avoir de la difficulté à faire ce type d'exercice-là, d'abstraire les choses. Des changements dans l'humeur, dans le comportement, on en a parlé tout à l'heure. Des changements de personnalité aussi. J'entends souvent dire, ah ben, c'est plus mon père ou c'est plus ma mère, c'est plus ma conjointe, je la reconnais plus. Elle n'était pas comme ça avant, puis là, elle est comme ça maintenant. Donc, la personnalité va changer. Des fois, c'est pas si
évident qu'il y a des changements de personnalité. Des fois, c'est minime parce qu'on aborde la maladie avec qui on est aussi, hein, avec notre personnalité antérieure qui est toujours là. Des fois, la personnalité va être exacerbée, c'est-à-dire qu'elle va être plus... une personne qui était, par exemple, volontaire, qui savait où elle s'en allait dans la vie, ça se peut que quand elle a Alzheimer, qu'elle soit un petit peu plus difficile, puis qu'elle dise ben non, c'est pas comme ça, puis qu'elle montre un petit peu plus de volonté qu'elle en montrait avant. Donc, la personnalité est exagérée ou exacerbée. Ça se peut que ce soit l'effet contraire aussi. Ça se peut qu'une personne qui était très pas gentille, je donnais l'exemple de ma tante qui a eu Alzheimer, et quand elle était bien, c'était une vieille cocotte. Disons-le comme ça. Elle était vraiment haïssable, elle était même à la limite détestable. Et quand elle a eu Alzheimer, pouf, elle était gentille, elle était avenante, souriante, accueillante. Je ne dirais pas tout le contraire, mais il y avait vraiment un changement de personnalité. A posteriori, hein, cette vieille tante-là était célibataire, elle n'avait pas eu d'enfant, pas de chum. Fait que probablement qu'elle était un petit peu aigrie par rapport à la vie qu'elle avait. Elle était malade, elle était frêle. Tu sais? Fait qu'il y avait probablement un petit peu de rancune, puis un petit peu de jalousie, puis qu'elle l'exprimait comme ça quand elle était bien. Puis quand elle a eu Alzheimer, ben, c'est comme si tout ça n'avait comme plus d'importance, puis qu'elle s'est laissée porter. Donc, il peut y avoir des changements aussi. Ce n'est pas toujours les changements de personnalité, ce n'est pas toujours négatif. Hein? Des fois, ça peut être dans le bon sens aussi. Les objets égarés aussi, ça doit vous arriver. Hein? Ça va avec la mémoire. Hein? La personne prend l'objet, l'a changé de place, mais elle ne s'en souvient pas qu'elle l'a changé de place, dit qu'elle l'a perdu ou encore qu'on lui a volé. Hein? Donc, dans les troubles de l'humeur, on va voir, hein, il va y avoir des accusations des fois de vol. Puis, je dirais, c'est un petit peu normal. Mettez-vous un petit peu à la place de la personne atteinte. Vous ne vous en souvenez pas que vous avez changé l'objet de place. Puis, on se fie à ce qu'on... Dans la vie, hein, on se fie à ce qu'on fait, ce qu'on dit habituellement ou ce qu'on a fait. Hein. On sait où est-ce qu'on était hier, puis qu'est-ce qu'on a fait ce matin. Dans la vie, en général, c'est comme ça. Mais si je ne m'en souviens pas, c'est comme si l'événement n'avait pas eu lieu. L'objet que j'ai changé de place, mais que je ne m'en souviens pas, pour la personne atteinte, ce n'est pas elle qui l'a pris et qui l'a changé de place. Parce qu'elle ne s'en souvient pas. Donc, si l'objet n'est plus là, nécessairement, ça va être la personne qui va être à côté, le conjoint, la conjointe ou les enfants qui ont pris l'objet puis qui l'ont caché ou qui l'ont volé. Ça va de soi. Donc, des objets égarés, oui, il va en avoir. Le jugement affaibli aussi, être capable justement de juger des choses. Est-ce que c'est correct ou c'est pas correct? Ça peut être face à sa propre personne, être capable de dire, bon, est-ce que je suis malade? Hein, là, on le sait, on est en temps de COVID. Faire mettre un masque à une personne atteinte, dans le début de la maladie, ça peut toujours aller, mais si la personne atteinte est plus avancée dans la maladie, ne comprendra pas pourquoi il faut mettre un masque, ne comprendra pas pourquoi il y a une pandémie, même si on lui a expliqué. Très difficile à comprendre, d'être capable de juger que si je ne le mets pas, ben, je risque de tomber malade. Donc, on va voir un jugement qui va être affaibli ici, dans les maladies cognitives, comme la maladie d'Alzheimer. Et une perte d'intérêt aussi. La perte d'intérêt, on va la voir surtout dans l'apathie, hein, qu'on appelle. Personne atteinte, quand elle est apathique, elle pourrait être assise sur une chaise. Si on ne va pas la chercher, si on ne la stimule pas pour faire des activités, elle pourrait rester assise toute la journée sans être capable là, de se lever. L'apathie, il faut voir ça un peu comme une perte de motivation ou d'intérêt. La personne voudrait faire des choses, mais elle est incapable de dire ben, je vais me lever puis je vais faire quelque chose. C'est comme si le moteur était arrêté. Donc, une perte d'intérêt pour les activités qu'elle faisait avant, où il va avoir vraiment, oh non, ben, j'aime plus ça, ça ne me tente plus. Donc, il y a une perte d'intérêt qui est marquée. Donc, c'est les signes cliniques qu'on observe. Donc, souvent, c'est quand il va avoir dans les premiers, bon, des pertes de mémoire, un petit peu dans le langage, puis donc on commence à s'inquiéter, et c'est souvent là qu'on va aller chercher un diagnostic là, comme tel. Donc, la première chose qui va nous inquiéter,
Ça va être la mémoire dans les tâches. Ben, elle ne se souvient pas qu'est-ce qu'elle a fait il y a 5 minutes, puis je répète tout le temps. Tu sais. Souvent, c'est avec les signes cliniques qu'on va commencer à aller chercher le diagnostic. Donc, je vous rassure, on a presque terminé. On va parler maintenant des facteurs de risque, hein, parce qu'on se dit, ben, la maladie d'Alzheimer, est-ce que moi, je suis à risque d'avoir une maladie cognitive comme la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif? Malheureusement, comme je disais, autant pour le diagnostic, on ne peut pas faire de prise de sang ou de tests qui vont nous dire, ben voilà, on ne peut pas faire de tests non plus qui vont nous dire, ben je suis à risque ou pas. Parce que, ben j'en ai dans ma famille, ma mère fait Alzheimer. Est-ce que moi, je suis à risque d'avoir Alzheimer? On le sait, à part que dans la maladie génétique, ce n'est pas une maladie héréditaire. Hein? Héréditaire, ça veut dire mon parent là, je vais l'avoir. C'est ça l'hérédité. En revanche, il y a des facteurs de risque qu'on peut hériter. Puis le premier facteur de risque pour avoir une maladie cognitive, un trouble neurocognitif, c'est l'âge. Il y a des facteurs de risque qu'on peut modifier puis d'autres qu'on ne peut pas modifier. L'âge, malheureusement, on n'a pas encore trouvé la fontaine de jouvence. Fait que malheureusement, on ne peut pas changer notre âge. On aimerait bien ça, retourner en arrière, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Et pourquoi c'est l'âge le premier facteur de risque? Bien, quand on avance en âge, notre corps vieillit. Hein? Donc, on sait, hein, quand on passe, surtout quand on passe 50 ans, donc on se lève le matin, bien, des fois, c'est moins facile qu'on le faisait quand on avait 20 ans. On peut avoir mal un petit peu ici, bon, on a plus mal un petit peu partout. Donc, notre corps s'affaiblit. Mais c'est vrai aussi pour notre cerveau. Notre cerveau, c'est un organe aussi, hein, c'est l'organe le plus important. Bien, lui aussi, avec l'âge, il s'affaiblit un peu. Et le fait qu'il s'affaiblisse un peu, qu'il soit un petit peu moins performant, qu'il vieillisse, bien, ça le met à risque de développer une maladie cognitive. L'état de santé en général, hein, les gènes, on parlait des gènes, parce que oui, même si on ne les connaît pas, il y a probablement des gènes hein, qui sont en dessous de la maladie, même si on ne parle pas d'hérédité comme telle, mais il y a des facteurs génétiques qui probablement s'expriment aussi dans la maladie. Tous les antécédents familiaux, hein, les maladies, j'ai parlé en début, là, la maladie mixte, hein, donc les maladies Alzheimer avec maladie vasculaire. Les maladies vasculaires, comme avoir un cœur qui ne fonctionne pas trop bien, puis d'être plus à risque à faire maladie cardiaque et de l'AVC, c'est un facteur de risque. Le cerveau puis les maladies cognitives et les maladies cardiaques sont très liés ensemble. Parce que le cerveau, c'est énormément irrigué hein, par le système sanguin. C'est normal, hein, c'est la centrale cervicale, il ne faut pas que ça arrête. Donc, il y a besoin d'avoir beaucoup de sang. Il y a juste que, quand on fait un effort particulier, il y a jusqu'à 50% de notre sang qui va directement au cerveau. Donc, c'est quand même assez important. Donc, l'état de santé en général, les antécédents familiaux. Si dans la famille, on a une pression sanguine qui n'est pas très bonne, on fait de l'hypertension, on fait du cholestérol, toutes les maladies qui sont liées au niveau du cœur et de l'AVC, bien, ils vont avoir un impact aussi au niveau du cerveau. Donc, les antécédents familiaux, si on traîne ça dans la famille, il y a plus de chances, ça nous met plus à risque en tout cas. Il faut voir les facteurs de risque comme étant des facteurs qui augmentent la probabilité. Il ne faut pas voir ça comme étant des facteurs de cause à effet. Parce qu'il y a des gens là, qui ont 0 facteur de risque et qui ont quand même un trouble neurocognitif. Il y en a d'autres qui ne prennent pas soin de leur santé, qui prennent de l'alcool, qui fument, puis qui ont des problèmes cardiaques et tout ça, puis qui n'ont pas de problème cognitif. Ce n'est pas des facteurs de cause à effet, ce sont des facteurs qui augmentent la probabilité. Donc, les antécédents familiaux sont là, les gènes aussi, le diabète. Hein. Souvent, on l'appelle la maladie d'Alzheimer, le diabète de type 3, hein, pour certains. On sait que c'est lié aussi à la quantité de sucre. Hein. Le cerveau, c'est un grand consommateur de sucre. Donc, s'il y a du diabète, c'est un facteur supplémentaire de risque. Le syndrome de Down, hein, qu'on appelle la trisomie 21.
Et je mettrais là-dedans aussi, avec la déficience cognitive légère ou les maladies, pas les maladies, mais les atteintes au niveau de l'intelligence, hein, d'avoir une intelligence qui est un petit peu moindre, hein, d'être dans la déficience intellectuelle, ça met la personne plus à risque aussi. Parce que son cerveau, il y a comme moins de connexion, moins développé. Donc, plus notre cerveau est développé, plus on a fait de connexions dans notre cerveau, plus les différentes forêts de neurones, hein, plus on a de neurones, plus on a développé notre cerveau, plus ça le protège. C'est-à-dire que s'il y a un neurone qui est atteint par la maladie, ben, il va faire connexion avec plus de neurones. Donc, les fonctions cognitives vont être mieux préservées. Mais si on a juste, par exemple, 2 neurones qui connectaient ensemble, celui-là meurt, ben l'autre, après, il n'est plus énervé, donc il pourrait mourir. Donc, le syndrome de Down qui crée une déficience intellectuelle met la personne plus à risque aussi. La dépression, les personnes qui font des dépressions majeures, je ne parle pas un petit mood, là, hein, qu'on ne va pas bien, surtout en novembre, quand ça commence à faire plus noir. On a tous un petit peu, des fois, là, un petit peu d'état dépressif, mais on n'est pas nécessairement en dépression. Mais les dépressions majeures, surtout à répétition, ça peut changer la chimie du cerveau et mettre le cerveau plus à risque aussi. On a parlé des commotions cérébrales, hein, les traumatismes crâniens. C'est là que ça rentre dans les facteurs de risque. Parce que si notre cerveau est déjà blessé, donc il y a déjà des cicatrices, hein. Donc, le fait d'avoir une cicatrice, on sait quand on a sur la peau, ça se guérit, mais la cicatrice est encore là. C'est plus fragile, le tissu est moins souple, c'est plus difficile. Mais c'est pareil pour notre cerveau. Donc, les traumatismes crâniens vont aussi faire en sorte qu'on est plus à risque. Problèmes cardiaques et vasculaires, comme j'ai dit tout à l'heure, et les habitudes de vie, mauvaise alimentation, l'obésité, le manque d'activité physique, un cerveau qui est sous-stimulé, le tabagisme, le stress, ça va avec les maladies cardiaques et tout ça. Donc, ça, c'est les facteurs de risque, mais il y a aussi le pendant, des facteurs de protection. Donc, ce qui protège notre cerveau des saines habitudes de vie. Donc, si on fume, on arrête de fumer, on voit notre médecin régulièrement, on va suivre ses conseils, s'assurer que son cholestérol soit d'un bon niveau. On va faire des trucs pour stimuler notre cerveau aussi, donc la stimulation cognitive. On va protéger sa tête. On va porter un casque si on va à vélo. On va porter sa ceinture de sécurité en auto. Et une vie active, une vie sociale active, donc d'être avec des gens, d'évoluer avec des gens, ça va nous permettre de nous protéger. Au même titre que les facteurs de risque, les facteurs de protection ne nous garantissent pas qu'on ne va pas avoir non plus une maladie cognitive. C'est des facteurs qui favorisent une meilleure santé, qui risquent de nous protéger. Puis on le voit, ça a quand même un impact qui n'est pas négligeable, parce que le fait qu'on ne fume plus dans les édifices, qu'on ne fume plus à peu près à nulle part, puis qu'il y a moins de gens exposés à la fumée de cigarette, juste ça, on a vu les maladies cognitives diminuer. Actuellement, là, comparé à il y a 30 ans, même si on voit plus de maladies d'Alzheimer, on en voit plus, hein, parce qu'on est une population vieillissante et l'âge étant le premier facteur de risque, mais on court jusqu'à 30% de moins de chances de souffrir d'une maladie cognitive aujourd'hui qu'il y a 30 ans. 50%, ce n'est pas rien, là. C'est un gros chiffre, là. Donc, le fait de prendre soin de sa santé en général, oui, ça a des effets bénéfiques. Même si ça ne nous garantit pas qu'on n'aura pas Alzheimer. Pour les proches aidants, maintenant, puisque la formation est aussi pour vous, les proches aidants, pour une façon de vous reconnaître comme proche aidant. C'est quoi un proche aidant? C'est une personne qui, à titre non professionnel et sans rémunération, s'occupe de façon soutenue de son proche en lui offrant un soutien émotif, en lui prodiguant des soins ou en lui rendant des services divers destinés à compenser ses incapacités. Des fois, il y en a qui disent « Oh, mais moi, je ne suis pas un proche aidant parce que je fais juste l'épicerie pour mon père qui n'est plus capable de le faire. » Ah, oui, vous êtes un proche aidant. Parce que vous faites
Ce n'est pas le temps qui compte, ce n'est pas la quantité de temps qu'on met dans une journée. C'est si vous faites des choses pour votre proche, ça peut être votre papa, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un voisin. Vous êtes un proche aidant quand même. Donc, d'être capable de se reconnaître comme proche aidant. Si vous en connaissez des proches aidants qui ne se reconnaissent pas comme proche aidant, quand on sait c'est quoi être un proche aidant et que ce n'est pas facile, vous pouvez leur dire, il y a des services pour vous autres, les proches aidants. Entre autres, ici au CAB, il y en a ailleurs aussi, là, dans d'autres organismes communautaires, que votre proche soit atteint ou non, que la personne soit atteinte ou non de troubles cognitifs, votre proche aidant, c'est important qu'il y ait du soutien. Parce qu'il y a des défis à relever. Principalement, quand on a un trouble neurocognitif, comme je disais en début, la charge n'est pas la même quand on prend soin de quelqu'un qui a un trouble neurocognitif. Parce que les proches aidants, comme vous faites face à une maladie qui ne fait pas de sens. En ce sens que quand on prend soin de quelqu'un habituellement, c'est pour qu'il aille mieux, qu'il se sente mieux. Là, vous donnez du temps, puis du temps de qualité, puis des fois beaucoup de temps, tout en sachant que malgré tous les efforts que vous faites, la maladie est toujours là, puis que la maladie va continuer d'évoluer. C'est une maladie qui fait comme pas de sens. Ça fait vivre c'est déroutant comme maladie, ça vient avec des comportements qui parfois vous stressent, vous effraient, vous épuisent. Vous faites face à une multitude de changements, de pertes, de deuil auxquels il faut s'ajuster constamment parce que à chaque perte, c'est un nouveau deuil. Oups, il y a quelque chose qui est arrivé. Ça fait mal, on se réajuste, on trouve un nouveau normal. Oups, il y a encore quelque chose. Donc, c'est un ajustement continuel, ce qui rend la tâche plus difficile. Ce qui est communiquer aussi, puis comprendre puis être compris, c'est un gros deuil, surtout peut-être parce que les mots ne font plus de sens souvent pour la personne atteinte. La personne atteinte, ce qu'elle dit, des fois, ça ne fait pas de sens non plus. Puis on est des êtres humains, puis on a besoin de communiquer. Puis cette communication-là est rendue très difficile souvent à cause de la maladie. Et ça, c'est très difficile à gérer, surtout quand on est un conjointe, parce que c'est notre âme sœur, c'est la personne avec qui on partage notre vie. Quand on n'est plus capable de communiquer, souvent, il y a bien des choses qui s'effritent, il n'y a pas grand-chose. Toutes les émotions, ça passe par la communication. Bien sûr, il y a la communication non verbale, il n'y a pas juste la communication verbale, mais ça reste quand même quelque chose qui est difficile. Toute la gestion des comportements aussi, des comportements qui sont difficiles, puis qui vous perturbent, qui vous stressent, il faut apprendre à les gérer, ces comportements-là. Puis ça, ce n'est pas facile non plus. Puis toutes les tâches quotidiennes que la personne faisait avant, puis que vous êtes obligé de prendre en charge, toute la charge mentale aussi qui vient avec le fait de prendre soin de quelqu'un, c'est un défi qui est très, 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 très grand. Puis aussi, la personne que vous aidez, souvent, n'est pas reconnaissante. Quand on prend soin d'une autre personne atteinte d'une autre incapacité qu'un trouble neurocognitif, c'est souvent plus facile parce que la reconnaissance, ça va être là. Oh, regarde, repose-toi. Liliane, ça fait longtemps, tu en fais beaucoup pour moi, alors repose-toi. Une personne atteinte de trouble neurocognitif n'est pas toujours consciente de ce qu'elle met comme pression sur son proche. Il n'aura pas cette reconnaissance-là. Donc, ça crée un climat qui n'est pas très, très bon, qui rend la tâche beaucoup plus difficile que dans d'autres maladies qui sont incapacitantes. Parce que souvent, ce n'est pas physiquement qu'on s'épuise. Une partie physique, oui, mais c'est surtout psychologiquement. Toute la charge mentale, ça, c'est difficile. Puis on n'a souvent pas d'outils. On n'est pas outillé nécessairement pour dire, bien, je vais prendre soin de moi aussi, là. Puis il y a plein de choses qu'on doit penser. Il y a des conséquences sur votre état en général aussi quand vous prenez soin d'une personne. L'aide apportée, là, c'est plus difficile, comme je disais, que d'autres maladies. Il y a une surveillance accrue aussi, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Es-tu à risque d'errance? Je vais être obligée on dort moins bien. Donc, c'est beaucoup plus difficile de prendre soin d'une personne atteinte. Les conséquences physiques, les conséquences psychologiques aussi. Les problèmes de santé, la fatigue, les troubles du sommeil. Il y a 2 fois plus de dépression chez les proches aidants qui prennent soin d'une personne atteinte d'un trouble neurocognitif que chez tous les autres aidants.
C'est pour ça qu'on les traite à part, hein, les troubles neurocognitifs, puis qu'on a des groupes spécialement pour les troubles neurocognitifs, parce que la donne n'est pas la même. On n'est pas dans le même créneau, même s'il y a des choses qui, oui, se ressemblent quand on est un proche aidant. C'est plus difficile. C'est un stress chronique, hein, parce que c'est à tous les jours, c'est de l'inquiétude à tous les jours, et ça peut contribuer à augmenter la maladie cardiaque. Ça augmente le risque de mortalité aussi, surtout chez les conjoints et les conjointes. Parce que d'une part, quand on est l'enfant, puis que c'est notre parent, on est plus jeune. Hein? On est souvent plus en forme que son parent. On a une espèce de distance, hein, émotive face à son proche. Même si on les aime, là, je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas parce qu'on est un enfant, qu'on n'est pas atteint par la maladie, mais on a appris à se distancer. Hein, ça va de soi. Hein, on a créé sa famille, on a quitté le nid familial, on est proche, mais la relation n'est pas la même. Quand on est un conjoint, on devient fusionnel, on apprend à s'attacher à son proche. Et ça rend la distance qui est beaucoup plus proche, donc plus difficile à gérer au niveau émotif. Donc, c'est un stress chronique, plus pour les conjoints. Et parce que vous êtes aussi vieillissant, parce que souvent, on est dans le même groupe d'âge que notre proche atteint. Donc, on est plus fragile physiquement. Et il y a 2 fois plus de décès. C'est près de 50% des personnes, des proches aidants, qui vont décéder avant la personne atteinte. C'est pas rare, c'est 40%. C'est pas rare qu'on entend, parce qu'il s'est épuisé, il est rentré à l'hôpital et il est décédé avant la personne atteinte. C'est tellement important de prendre soin de sa santé, non seulement physique, mais psychologique aussi, d'être à la guerre aux signes de fatigue, de ce qui vient nous chercher. C'est pour ça que nous aussi, on est là pour prendre le temps avec vous, parce qu'il y a des besoins qui viennent avec ça aussi, des besoins d'être écoutés, d'être soutenus, d'être accompagnés dans vos démarches. Savoir, bon, là, j'ai besoin de répit, là, je n'en peux plus, là. À qui je m'adresse? Comment on fait? Bien, on est là aussi pour vous guider dans vos démarches face au CLSC. Comment ça marche, la patente? Hein? Donc, on est là aussi. Vous avez besoin de répit. Vous avez besoin de comprendre la maladie, comprendre les comportements, de connaître les bases de la communication, connaître les ressources du milieu, créer des liens. C'est pour ça qu'on a des groupes de soutien, des groupes d'entraide pour établir un réseau de contact, de ne pas se sentir tout seul. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être isolé et de se sentir tout seul avec son proche. D'être capable de reconnaître vos émotions, vos deuils, et il y en a plein des besoins comme ça. Et comme vous pouvez voir, c'est surtout des besoins psychologiques qui sont souvent pas comblés. Les services, pour terminer, je vais terminer avec les services qu'on offre ici au Centre d'action bénévole de Boucherville. Notre mission d'abord, c'est de soutenir, aider et accompagner les proches aidants dans notre mission comme service de soutien aux personnes proches aidantes. Donc ça, c'est vraiment notre mission, de vous aider à traverser le mieux possible la maladie et toutes les différentes étapes. Donc, on offre dans nos services du soutien psychosocial, des consultations individuelles, de couple et familiales. Ça peut être fait par téléphone, ça peut être fait par Zoom, ça peut être fait aussi en présentiel. De plus en plus, on va se déconfiner. Autant que faire se peut, je favorise davantage le présentiel parce qu'on n'a pas la même qualité quand on est en présentiel versus en format Zoom ou téléphonique. On offre aussi des groupes de soutien et des groupes d'entraide. Encore là, on les fait en mode hybride pour l'instant parce qu'on est toujours en pandémie, donc en Zoom et en présentiel. On a des groupes en prévention d'épuisement, on a des groupes aussi pour les troubles neurocognitifs et des groupes en post-aidance. Là, j'ai marqué post-proche aidance, mais finalement, c'est post-aidance. J'ai oublié de le corriger. C'est pour les proches qui sont endeuillés. Donc, quand on a donné un certain nombre de temps à notre proche, qu'on a créé des liens avec le Centre d'action bénévole, quand notre proche décède, il n'y avait plus rien qui existait. Donc, on vous offre aussi des groupes en post-aidance, des groupes pour les endeuillés qui vont débuter bientôt. Il y a un groupe qui devrait débuter en mars
qui ne sera pas aussi complet parce qu'on n'a malheureusement pas eu le temps de monter tout le matériel. On est vraiment là, c'est vraiment un nouveau service qu'on offre. Mais à partir de l'automne et l'hiver prochain, on va être en mesure là, vraiment d'avoir quelque chose qui va être uniforme là, avec 12 ateliers là, différents là, pour garder votre sentiment d'appartenance aussi, puis être capable d'avoir quelque chose qui continue après que vous ayez perdu votre proche. On a aussi des ateliers de formation, encore là en mode hybride, Zoom et présentiel. On en a en prévention d'épuisement, en troubles cognitifs aussi. Et on a des conférences formatrices, comme une aujourd'hui, où on vous informe sur différents trucs. Là, c'est moi qui la donne, mais je vous rassure, ce n'est pas toujours moi. Il va y avoir un petit peu moins de conférences à partir du mois d'avril qu'il y en avait habituellement, parce que là, il y en avait une fois par mois. C'était beaucoup d'organisations et l'offre de services, je pense qu'elle était peut-être un petit peu trop grande on avait de la difficulté à avoir suffisamment de personnes pour les conférences. Donc, on va en donner 5 par année à partir du mois d'avril. Donc, on va essayer d'aller trier des sujets là, qui vont vous intéresser. Et il y a des conférenciers là, qui vont venir. Là, ce ne sera pas toujours moi, là, comme je disais, là, qui va faire les présentations. Et on offre aussi du répit. Le type de répit qu'on offre, ce n'est pas le répit, parce qu'on entend des fois le CLSC vont dire « Ah, le Centre d'action bénévole offre du répit ». Non, on n'est pas un organisme qui va offrir du répit comme tel, comme la Société Alzheimer ou Action Service ou la coop d'Aide Rive-Sud, qui, eux, ont vraiment des accompagnatrices. Nous, on n'a pas d'accompagnatrices ici. On va offrir du répit qu'on appelle accessoire. Le répit accessoire, c'est pour vous permettre, par exemple, vous avez un groupe de soutien que vous voulez faire, ou un groupe d'entraide ou une conférence, puis vous ne voulez pas laisser votre proche tout seul parce que vous êtes inquiet, puis vous voulez faire une activité qui est donnée ici, bien, on va vous trouver une accompagnatrice via un organisme communautaire qui est Amélis, avec lesquels on va en service acheté. On va vous offrir un 3 heures pour que vous puissiez faire une activité puis pas laisser votre proche tout seul. Donc, le répit accessoire, si vous en avez besoin, on peut en avoir. Et il y a le répit bénévole aussi. Donc, on est un centre d'action bénévole, donc on doit favoriser aussi l'action bénévole. Donc, actuellement, j'ai 6 bénévoles qui sont au répit, qui vont offrir, c'est un jumelage, hein? C'est pour permettre aux personnes proches aidantes de prendre un peu de répit. C'est 2 heures par semaine, c'est pas beaucoup. Ça ne remplace pas le type de répit hein, qui est offert par le CLSC. Puis ni le service de soutien à domicile, c'est vraiment plutôt un accompagnement amical, si on peut dire, à la personne atteinte, tout en offrant du répit aux proches aidants. Donc, on est un peu dans la même formule que les visites d'amitié, par exemple, mais en permettant aux proches aidants de prendre du répit. Donc, ça, c'est le type de répit qu'on offre ici au Centre d'action bénévole. Je vais vous parler un petit peu du parcours de l'aidant rapidement pour vous montrer qu'on se situe à travers tout le parcours de l'aidant. Cette diapositive-là, je l'ai empruntée de l'Appui, hein, qui est notre bailleur de fonds. Donc, il y a 8 étapes significatives dans le parcours de l'aidant. D'abord, au départ, hein, les inquiétudes face à l'état de santé de notre proche. Donc, déjà, on est là. Même si vous n'avez pas de diagnostic, là, vous êtes inquiet, ça ne va pas bien, puis vous pouvez nous appeler. On est là dès le début, les premiers signes de la maladie. Puis aussi, quand vous cherchez de l'information, des services, on est là. Donc, on est là vraiment tout au long du parcours de l'aidant. L'étape 3, c'est la démarche vers le diagnostic. Parce que souvent, là, on s'aperçoit que là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas bien. Par la suite, la mise en place de services de soutien. Donc, on est là aussi dans cette démarche-là. Quand votre proche, son état de santé décline aussi, on est là pour vous offrir du soutien. Vers la fin de la trajectoire aussi, quand c'est le temps de chercher un milieu de vie, même si nous, on n'est pas un milieu de vie, mais on peut vous outiller aussi par rapport à la recherche des milieux de vie, vous dire un peu bon, comment ça fonctionne, comment on peut procéder pour tel ou tel hébergement. La fin de vie, le deuil, et vers les nouveaux projets de vie. Donc, à partir du deuil jusqu'au nouveau projet de vie,
c'est là où les groupes en post-aidance se mettent. Donc, tout au long de la trajectoire, comme proche aidant, on est là du début jusqu'à la fin. Fait que vous pouvez faire appel à nos services sans problème. Ça va nous faire plaisir de vous parler. Si vous connaissez d'autres proches aidants, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à leur dire qu'on est là. Tout à l'heure, on va terminer bientôt. Je vais vous laisser la période de questions un petit peu s'il y en a qui en ont. Puis je vais aller vous chercher des cartons aussi pour que vous ayez nos numéros. Fait que si jamais vous connaissez quelqu'un, vous pouvez leur filer le carton de nos services pour qu'au moins ils puissent prendre le téléphone et nous appeler. Est-ce qu'il faut être résident d'ici? Ben, c'est sûr qu'on met l'accent davantage sur les résidents, oui, de Boucherville, mais la personne atteinte pourrait résider à Boucherville et le proche pourrait être à l'extérieur. On reste quand même dans les... Ouais. Donc, ça, c'est possible. C'est sûr que la majeure partie des gens vont faire partie comme tel de Boucherville. C'est sûr c'est notre principal client, hein, ben notre principal territoire, je dirais, c'est Boucherville. Mais ce n'est pas interdit là, que vous soyez un petit peu à l'extérieur aussi. Et les répits extérieurs vont commencer quand? Les répits à l'extérieur, c'est-à-dire? Je veux dire que, comme moi, mon épouse avoir la maison d'Alzheimer. OK, la maison Gilcard. Ils ont fermé ça à cause de la COVID. Oui. Ça, c'est difficile à dire quand est-ce que le répit qui va être prêt à l'extérieur, parce qu'il y a la maison Gilcard qui fonctionne toujours. Elle fonctionne à 50 % là, actuellement là, au niveau du répit. Je sais que le centre de jour, ils ont aussi des groupes là, qui vont en centre de jour. Il faut faire appel à la travailleuse sociale. Il faut aller avec les services de soutien à domicile pour pouvoir avoir le répit à l'extérieur. Il y a toujours aussi la Société Alzheimer Rive-Sud qui ont un accueil de jour. Là, je ne sais pas, par exemple, avec la COVID, où est-ce qu'ils en sont. Là, quand j'étais là, c'est fermé. Okay. Parce que moi, on est là-dessus. Okay. Depuis le mois de décembre que c'est fermé. OK. Bien, c'est ça, avec les nouveaux variants qui est arrivé, pour le moment, qui sont retournés aussi en confinement, comme à peu près tout le monde. Fait que je ne peux pas vous dire exactement quand est-ce que ça va reprendre, mais compte tenu que là, on se déconfine tranquillement, moi, je vous dirais, prenez le téléphone, puis appelez, puis posez la question. Parce que, oui, il y a des organismes comme ça qui offrent le répit à l'extérieur, qui font partie du territoire. Société Alzheimer, le centre de jour à Jeanne-Crevier, hein, au CHSLD, Jeanne-Crevier, mais il faut passer par la travailleuse sociale ou par votre intervenante au niveau du CLSC. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à vous inscrire au niveau du service de soutien à domicile. Je vous donne un numéro de téléphone, 450-468-8404. Donc, ça, c'est le guichet pour personnes en perte d'autonomie. Donc, vous faites ce numéro-là, ça va être un répondeur, vous laissez votre message, votre nom, puis qu'on vous rappelle. Et puis, vous dites c'est quoi vos besoins, hein, si vous avez besoin de répit, si vous avez besoin d'autres choses, l'aide au bain, peu importe les services que vous avez au niveau du CLSC, vous laissez un message avec vos besoins et on devrait vous retourner l'appel rapidement, je l'espère. Je n'ai malheureusement pas de contrôle là, sur ça. Et puis après, bien, il y a une évaluation qui doit être faite de votre proche pour voir exactement c'est quoi les besoins. Et les besoins qui sont nécessaires sont mis en place. Donc, si vous avez des questions, je vais arrêter la présentation, puis je vais retourner au niveau du chat. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez. Et puis, je vais prendre vos questions, ceux qui sont... Ah, il y a des questions déjà dans le chat ici. Je vais regarder. Peut-on faire passer des tests de notions abstraites à la maladie pour déterminer son degré de difficulté? Oui, ça fait partie des tests neuropsychologiques qui peuvent être passés au niveau des fonctions exécutives. C'est tout à fait possible là, de le faire. Je vous dirais que généralement, quand on est dans le cabinet médical chez le médecin généraliste, lui, il va faire passer ce qu'on appelle le test de dépistage.
Oui, il y a des notions abstraites qui sont là, entre autres au niveau du jugement. Par exemple, il y a des consignes verbales qui sont données, puis on regarde comment la personne se débrouille. On pourrait faire des questions de jugement, par exemple, si je trouve une lettre par terre dans la rue qui est adressée avec un timbre non oblitéré dessus, qu'est-ce que je dois faire? C'est des questions simples là, de jugement. Si la personne est capable de dire, ben, je prends la lettre puis je la mets à la poste, ben, ça nous donne déjà une idée là, si son jugement est adéquat ou pas. Si elle dit, ben, je l'ouvre et je regarde ce qu'il y a dedans, c'est peut-être pas la meilleure réponse. Donc, oui, il y a des tests qui existent là, pour les fonctions exécutives. Ça, c'est possible. Autre question, quand est-il nécessaire de refaire les tests à la clinique MOCA, dépendamment des observations des proches aidants? Ben, je vous dirais, souvent quand on a vu le médecin qu'on est en diagnostic probable, il y a les tests qui ont été faits à MOCA par la suite pour déterminer, bon, quelles fonctions cognitives sont les plus touchées, de quel type de maladie on parle. Souvent, ce n'est pas nécessaire de repasser par la clinique MOCA. Parce que si le diagnostic est clair, puis que l'évolution, souvent, ils vont faire deux tests pour voir un petit peu l'évolution. Souvent, après, ils vont retourner la personne atteinte vers le médecin généraliste parce qu'il est capable de faire le suivi là, quand le diagnostic est clair. Et puis, ce n'est pas toujours nécessaire de repasser par le spécialiste. Il faut voir que les neurologues, ce sont des médecins spécialistes, sont quand même très occupés. Donc, ce n'est pas toujours nécessaire là, d'aller vers le neurologue pour faire le suivi. Autre question, est-il nécessaire de continuer à stimuler intellectuellement, physiquement la personne atteinte? Oui, c'est bon pour vous aussi. Il ne faut juste pas devenir des entertainers, il ne faut pas penser aussi qu'on va les réhabiliter. Il faut le faire dans le quotidien, dans les activités de la vie quotidienne. En fait, c'est tout ce que la personne est capable de faire encore, même si ce n'est pas fait de façon parfaite comme ça a été fait avant. Mais si c'est fait de façon sécuritaire, puis que ça lui apporte du plaisir à le faire, que vous prenez du plaisir les deux à faire les activités, parce qu'il faut faire les activités ensemble. Il ne faut pas penser que je vais confier une tâche à la personne atteinte, puis qu'elle va être capable de le faire d'elle-même, puis qu'elle ne va pas abandonner. Souvent, il faut être avec eux, il faut les accompagner, et tout ce que la personne est capable de faire encore, on lui laisse faire, même si ce n'est pas fait de façon parfaite. Ça garde l'autonomie de la personne et ça garde aussi au niveau émotif, c'est valorisant d'être capable de faire des choses. Donc, oui. Autre question, dans l'évaluation de la personne pour un diagnostic, c'est-à-dire, est-ce que tous les signes cliniques sont évalués? Généralement, on va faire le tour là, pas mal de tous les signes cliniques, mais je vous dirais, surtout quand on est dans le début de la maladie, ça va souvent être la mémoire qui va être touchée au début. On va évaluer beaucoup la mémoire, on va regarder un petit peu le langage, on va regarder un petit peu l'ensemble des fonctions cognitives, mais ce n'est pas toutes les fonctions cognitives qui sont touchées au départ. Là. Il va avoir la mémoire, ça prend une autre fonction cognitive, mais peu à peu, plus la maladie évolue, toutes les fonctions cognitives finissent par être atteintes. Mais c'est graduel, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, un complément. Merci, c'était très complet et intéressant. Autre question, est-ce que suite au diagnostic d'un trouble neurocognitif sévère, doit-on déclarer la personne inapte? Je vous inviterai en fait à assister vendredi au groupe de soutien et de formation pour les troubles neurocognitifs. On parle justement des mandats d'inaptitude, les mandats de protection et des directives médicales anticipées. Donc, on va répondre à vos questions lors de cette rencontre-là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions en direct. Il reste que Mme Boisvenu, que Christine. Donc, est-ce que c'était complet? Est-ce qu'ici, vous avez des questions? Oui, M. Bourbeau? Est-ce que les scanners peuvent déterminer, ils peuvent voir la maladie à un moment donné, ou malgré qu'ils font des scans du cerveau, ils ne voient absolument rien?
En Le début, long de la maladie, puis c'est à la fin, complètement quand elle décède, puis ils l'ont dans les mains, ils le voient. non, 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 on va le voir avant. Là. En tout début de maladie, il va y avoir des signes cliniques, hein, de la perte de mémoire, de la difficulté de l'attention, concentration, jugement. Il peut y avoir différents signes cliniques qui vont être là et on ne verra pas nécessairement des choses sur les imageries. Mais on finit par les voir là, au fur et à mesure que la maladie progresse. Mais pour être capable de voir quelque chose, surtout un IRM, un TEP scan, comme je vous disais, c'est plus précis. C'est pour ça qu'il faut faire des TEP scans, parce que là, c'est le cerveau qui utilise le glucose. Donc, des régions qui en utilisent moins, même si on ne voit pas de perte neuronale, on est capable de dire, ah, dans cette région-là, il y a moins de glucose qui est utilisé. Donc, cette région-là serait atteinte. Tandis que, je vais faire disparaître ça, tandis que si on regarde une IRM pour voir vraiment quelque chose qui serait plus là, ça prend quand même pas mal de neurones qui sont partis pour voir quelque chose. Donc, quand on le voit, il y a longtemps qu'on a des signes cliniques, là. Mais on va le voir avant le décès de la personne. Mais c'est plus difficile à voir dans les débuts de la maladie. Oui. Puis, tantôt, dans les causes de l'Alzheimer, vous avez parlé du diabète. Oui. Je me pose la question, quel lien qu'il y a avec le diabète? OK. De un, on ne parle pas de cause parce que malheureusement, on ne connaît pas les causes de la maladie. Donc, c'est un facteur de risque. Ouais. Donc, c'est un facteur qui va aggraver. Le diabète, c'est parce que le cerveau utilise le sucre. Alors, si le sucre est comme trop présent, il peut y avoir une espèce d'oxydation, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais qui peut faire que il y a comme un surplus, hein, de sucre au niveau sanguin et ça peut affecter les neurones, le bon fonctionnement des neurones. Et on sait que s'il y a des neurones qui dégénèrent, bien, il y a une espèce de... On ne sait pas encore exactement, c'est un peu l'œuf ou la poule. Hein. Qu'est-ce qui crée? On sait que c'est un processus inflammatoire qui se fait au niveau du cerveau. Ce qu'on ne sait pas encore tout à fait, c'est dans les marqueurs neurobiologiques, est-ce que c'est la bêta-amyloïde qui est là au départ qui va créer cette inflammation-là ou est-ce que c'est les tangles qui vont faire que l'inflammation va se faire? Mais le diabète, c'est un facteur de risque. Ça veut dire que si on a autant trop de sucre ou pas assez de sucre dans le sang, si on n'en a pas assez, c'est bien que le cerveau ne fonctionne pas très, très bien. Donc, cette variabilité-là qui peut être dans le diabète va faire en sorte que ça va jouer sur la capacité neuronale comme telle. Je me posais la question si ça venait, parce que quand on est diabétique, on est contrôlé par des médicaments. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, on vient d'une stabilité. Ouais. Et puis, je me disais, bon, est-ce que c'est causé par la médication? Non, en fait, quand on parle de facteur de risque diabète, c'est un diabète qui est non contrôlé. Quand le diabète est contrôlé et que ça va bien avec les médicaments, le risque est le même que si on n'en avait pas. Oui, mais c'est ça que je me disais, je me posais, c'est ça que je me posais la question, ouais. À savoir si tu la médication. Non. Parce que, mais non, c'est pour ça qu'on dit que si jamais vous avez du diabète, ben allez consulter. Hein? Parce que le diabète de type 1 et de type 2, c'est complètement différent. C'est deux mondes complètement différents. Oui, mais le taux de sucre sanguin va avoir le même effet au niveau du cerveau que le principe actif. Il y en a un que, quand c'est le diabète de type 1, c'est le pancréas qui ne fournit pas assez d'insuline pour être capable de gérer les sucres. Dans le diabète de type 2, c'est les cellules qui ne sont pas capables d'utiliser l'insuline de façon adéquate. Donc, c'est la même molécule qui est mal utilisée, mais la cause n'est pas la même. Mais ce qui va faire que le taux de sucre va être varié. Mais c'est un diabète. Dans les facteurs de risque, il faut voir que c'est des facteurs qui sont non contrôlés. L'hypertension qui est non contrôlée. Quand elle est contrôlée, bien, on tombe à l'état ou à peu près zéro. Là, bon, c'est pour ça que moi, je ne comprenais pas. J'ai quelqu'un qui est contrôlé par sa médication, à un moment donné, il donne tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. Sauf qu'il donne la médication. Ben, même chose aussi pour la dépression. On sait que la dépression, c'est un facteur de risque, mais si la dépression est contrôlée, qu'on suit bien si on a une médication ou que ça va bien,
le risque n'est pas plus grand que si on n'en avait pas. On est contrôlé. C'est comme si on n'avait pas la maladie comme telle. Même chose pour le cholestérol. Le cholestérol sanguin. On dit souvent mauvais cholestérol, mais en fait, on devrait dire mauvais transporteur du cholestérol parce que le cholestérol, c'est une molécule essentielle à notre corps. C'est une molécule qui est réparatrice pour structurant. Il y a une seule molécule de cholestérol, c'est du cholestérol. Oui, mais il y a le bon cholestérol. Non. On dit ça, mais on devrait parler de transporteur de cholestérol. Okay? Le cholestérol, c'est un gras. Le gras dans du liquide, ça ne voyage pas très, très bien. Pour être capable, le cholestérol, de partir du foie, tout ça pour se rendre là où on en a besoin pour réparer les structures, entre autres pour notre cerveau. Notre cerveau, là, c'est pratiquement que du cholestérol. C'est du gras, notre cerveau. Bien, pour être capable de se rendre pour réparer nos neurones, pour réparer autre chose dans notre corps, qui est une molécule structurante, ce cholestérol-là, il a besoin d'être transporté jusqu'à la bonne destination. Quand on a des petites molécules de transport, qu'on appelle les LDH, qui sont des molécules légères, elles ne transportent pas beaucoup de cholestérol et souvent, le cholestérol ne se rend pas à la bonne place, il va être déposé dans les artères au lieu d'être déposé là où il y en a besoin. Il va être moins bon pour prendre le cholestérol sanguin aussi, puis l'amener vers les reins pour éliminer ce qui reste dans le sang. C'est des mauvais transporteurs. C'est un peu, il y a des molécules qui se promènent dans la dope et d'autres qui se transportent en Lamborghini, si on peut dire. Là. Donc, le bon cholestérol, ce qu'on appelle le bon cholestérol, c'est des bons transporteurs de cholestérol qui vont prendre le cholestérol, qui vont l'amener à bon port, puis qui vont prendre le cholestérol sanguin qui est en surplus, qui n'a plus besoin d'être là, puis qui vont l'emmener pour être éliminé. C'est ça le bon cholestérol. Et on a les deux molécules dans notre sang. Il faut viser l'équilibre entre les deux. Donc, c'est un petit peu ça. Mais le cholestérol, il n'y a qu'une seule molécule. Mais il y en a qui ont plus de mauvais transporteurs de cholestérol que de bons transporteurs de cholestérol. Et ça prend un équilibre entre les deux pour être capable de faire le ménage puis que tout ça fonctionne bien et qu'on n'ait pas de cholestérol qui aille se déposer dans nos artères. Parce que c'est là que le cholestérol va faire des ravages, qui va être déposé et qui va faire des thrombus. Il va empêcher la circulation sanguine de se faire, de se rendre au cerveau et dans d'autres organes aussi. Là. Bienvenue. Vous ne parlez pas des médicaments J'en ai pas. qui existent pour l'Alzheimer? J'en ai pas parlé là, parce que ça se voulait quand même une petite formation de base. Mais on semble en donner vraiment. Bien, actuellement, les médicaments qui existent pour la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas des médicaments qui traitent la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'ils ne traitent pas les marqueurs neurobiologiques qu'on a parlé, qui sont la protéine tau, les tangles, et la protéine bêta-amyloïde. Elles n'ont aucun effet sur les marqueurs neurobiologiques. La médication actuelle n'arrête pas la maladie d'Alzheimer. Elle ne traite pas la maladie d'Alzheimer. Elle permet les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, c'est un grand mot, qui est la médication actuelle. Il y en a 3, il y a Aricept, Réminil et Excelon. Il y a aussi les génériques là, qui viennent dedans, donépézil, rivastigmine et galatamine, qui sont les pendants génériques. Ce qu'ils vont faire, ces médicaments-là, c'est qu'ils vont permettre d'avoir plus d'acétylcholine dans le cerveau. Ils vont empêcher la dégradation de l'acétylcholine, ce qui fait que le cerveau, il va en avoir un peu plus. Et les neurones qui ne sont pas touchés par la maladie, qui sont sains, qui vont bien, vont faire des meilleures connexions entre eux autres, vont fonctionner à plus haut régime, ce qui va permettre à la personne de se sentir mieux. Ça traite les symptômes de la maladie, mais ça ne traite pas la maladie, pour l'instant. Le comportement, des fois. Ça peut aider à certains comportements, ça peut aider aussi à la mémoire, à trouver le mot. Je cherche un mot, hein. Ça ne veut pas dire parce que j'ai de la difficulté à trouver le mot, parce que ma connexion qui part de mon intention de trouver le mot puis de me rendre jusqu'au mot, peut-être que la connexion que j'empruntais d'habitude, peut-être que cette voie-là ne fonctionne pas bien. Mais on le dit, c'est une forêt de neurones. Peut-être que je peux faire un détour puis aller trouver le mot pareil. C'est pas parce que si je me rends, par exemple, de Montréal à Québec, puis je prends toujours la 20, puis qu'il y a des travaux sur la 20,
je ne suis plus capable de me rendre à Québec par l'avion. Ça ne veut pas dire que la ville de Québec a disparu, mais je peux faire des détours pour me rendre à Québec. Donc, la médication, ce qu'elle permet, c'est de faire des détours un peu comme ça, puis d'aller chercher l'information qui est encore disponible dans le cerveau. Donc, oui, ça traite certains symptômes. Ça fait que la personne se sent mieux, surtout dans le début de la maladie, parce qu'il y a plus de neurones qui sont sains. Plus la maladie progresse, moins les médicaments sont spectaculaires. Ils sont toujours efficaces à même titre. S'ils étaient efficaces au début, ils sont efficaces à la fin aussi. Mais l'efficacité est moins spectaculaire, parce qu'il y a moins de neurones qui sont sains. Mais il y a de l'espoir parce que la recherche continue encore. Et puis, il y a un nouveau médicament qui est maintenant, qui a été testé justement par le docteur Nasreddine à la clinique Mota. Il a été homologué à la FDA, donc aux États-Unis. Il serait probablement d'ici quelques temps, je ne peux pas dire le nombre de temps parce que ce sont des processus gouvernementaux et tout ça qui sont en dessous de ça, mais il serait homologué pour le Canada aussi. Et il s'appelle aducanumab. C'est un nom, il ne portera probablement pas ce nom-là, mais une fois commercialisé, il y aura un nom, je ne sais pas de quel type. Mais ce médicament-là sera le premier en marché qui agirait directement sur les marqueurs neurobiologiques de la maladie. Donc, il y a quand même de l'espoir. C'est ça pour les médicaments. Il y a bien sûr d'autres gammes de médicaments là, qui peuvent être utilisés pour traiter d'autres, pour l'anxiété, par exemple, pour s'il y a des hallucinations, s'il y a d'autres types de... Mais on n'est pas dans le... C'est pas le même type de médicament qu'on parle. Donc, ça fait le tour. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue. Puis, quand on va sur YouTube pour avoir votre conférence, oui. Est-ce qu'on va chercher CABD? Oui, tout à fait.